Ok les gars, on est prêt pour l'émission là. Vous avez vos attestations ou pas pour Ouais, c'est bon. Moi, j'ai coché la case participation à des missions d'intérêt général. Fais voir. Ok. Ouais, moi j'ai mis l'heure, j'ai mis l'adresse, j'ai tout fait, j'ai tout mis. Ok, ça c'est en ordre, Ok. Moi j'en ai coché plus, mais je pense que c'est bon. Ouais, faut voir. Ouais, c'est pas mal. Ok, belle signature. Ouais, Adrien. Tiens. C'est quoi ce torchon là? Tu te fous de ma gueule? Je sais pas, j'avais pas de papier vraiment en fait. Mais elle est pas bonne. Mais t'as même pas mis la moitié du texte? Ouais, enfin j'ai pas le temps. Ah mais c'est bon, stop, tu dégages, tu participes à l'émission. C'est ni fait ni à faire. Hein. Je participe pas. Vous avez pas besoin de moi? Non, on n'a pas besoin de toi, c'est fini. Allez hop, merci, ciao. Et super, faites vos génériques. Démerdez-vous, réalisez bien. Ouais. Comment on va faire pour le générique? Et on le fait à la bouche. Oui, voilà. Allez. Ok. 3, 2, 1. On peut peut-être lui demander de revenir, non? Bouya! Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon dimanche, soyez tous et toutes les bienvenus dans l'émission 140 de Comics Podcast, votre podcast sur tous les comic books, VO, VF, les comics d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de France et de Navarre, mais aussi leurs dérivés culturels comme les films, les séries, les jouets, les jeux ou les livres. Ici Ben Renaud, je serai votre serviteur pendant toute la durée de ce voyage, que vous soyez confortablement blotti dans le moelleux de votre canapé ou en voyage d'affaires dans la cuisine. Détendez-vous, fermez les yeux, laissez-vous emporter par les belles découvertes que nous allons faire grâce à l'équipe de pilotes de ce soir. La chevelure feu d'hiver, braise de janvier, l'œil rieur, toujours dans la manche, une info pertinente que même Wikipédia n'a pas. Lulu. Ah, c'est moi, bonsoir. Bonsoir Lulu, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Que lis-tu en ce moment? Ta lecture un petit peu de chevet? J'ai eu le temps de faire quelques achats avant la fermeture généralisée Comic Book Store bien aimé. Et j'ai lu donc Mad Love et puis Deceased et le volume 1 de Black Science. Et puis, ravi, tout ça est très bien. Eh bien, magnifique. Peux-tu nous teaser ta chronique de ce soir? Oui, je vais vous parler d'Eros et de Thanatos. Ouh. À côté, mais virtuellement, le sourire caché dans sa barbe à papa d'ébène, les épaules de The Good et la douceur de Tante May, Ketrus. Waouh, putain, c'est beau. Les épaules de The Good. Tu rajouteras des applaudissements. La douceur de Tante May, j'adore. Bonsoir, Ben. Ça va, hein? Comment vas-tu? Merci Adrien. Comment te cultives-tu ces jours-ci? Que lis-tu? Que regardes-tu? Que manges-tu? Je ressors en fait les gros pavés, tu sais, ceux qu'on peut pas prendre dans le métro parce que c'est trop lourd. Donc en fait là je suis sur Punk Rock Jesus. Voilà. Eh bien, qui pèse une tonne et qui est obligé de lire dans le... Joe te ferait des bis s'il nous entendait. Et tu vas nous parler de quoi ce soir? Peux-tu teaser un petit peu ta chronique en tout cas pour l'instant? Je vais parler d'un truc incompréhensible mais néanmoins drôle et apparemment très iconique que je ne connais pas. Eh ben super, très bien. Oui, on dira pourquoi. Absolument. À côté, mais virtuellement également, des bagues et des piercings qui montrent qu'il a le métal en lui. 1m85 drapé dans le noir total, à l'exception de son slip Mon Petit Poney, Zéphiriel. Oh, très gentil, c'est 1m90, mais oui. Oh, ça va, je n'ai pas de règles sur moi. Comment vas-tu, Zéphiriel? Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Moi, comme d'habitude, tout va bien. Quel est le livre que tu lis actuellement, ou plutôt le produit culturel qui fait tes beaux jours, à part Animal Crossing? Écoute, j'avais acheté Saga il y a un petit moment. J'avais acheté le Crow tome 1 qui était sorti, qui était la moitié, qui était en omnibus. Et là, j'ai pu du coup profiter du confinement le soir avant de me coucher à 3h du matin pour commencer à le lire. Et ça défonce plutôt pas mal, en effet. Mortel. Et ce soir, tu vas nous parler de quoi? Je parle de drogue. Je parle de drogue. Je prends la drogue. Ah bah nickel, très bien. Bon délire. La lunette brillante, la casquette fluo, chevalier d'écaille et de vinyle, l'empereur des pales platines, Adrien Larosé. Oh oui. Comment vas-tu, Adrien? Ça va très bien. Super. Je me sens un peu là, de très loin à balancer des jingles un peu comme ça. Je sais pas, il y a encore plus le sentiment d'être un DJ. Ouais, c'est ça, la foule est devant toi, quoi. Ouais, très bien, très bien. Quelle est ta reco, toi, en ce moment? Qu'est-ce que tu conseillerais, que tu es en train de consommer par de la drogue? Qu'est-ce que je consomme? Oh là là, pas grand-chose. Honnêtement, je me suis plongé dans quelques jeux vidéo que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc voilà, pour le moment, j'avoue, beaucoup trop d'écran, pas assez de lecture.
not enough papier. C'est vrai. Mais voilà, mais je vais me rattraper bientôt. D'accord, très bien. Le programme de ce soir, à la toute fin, hors les bulles, avec tout le bazar actuel, les films ne sortent plus en salle. Mais heureusement, on a tous un oncle en Amérique qui nous a envoyé la cassette vidéo de Bloodshot. Du coup, on l'a regardé, sauf moi. Et on vous en parlera dans le hors les bulles, donc dans la dernière partie. Et juste avant, Ketrus a eu l'idée de nous préparer un petit dossier sur The Exiles, les exilés en français. Avec ces petits copilotes, ils ont tout lu et on en discutera dans le focus. Mais avant, comme à chaque fois, Pas tout. pour débuter l'émission, ce sont les revues. Les revues, qu'est-ce que c'est ? Me direz-vous ? Eh bien, je vous répondrai que c'est la première partie de l'émission. Chaque chroniqueur et chroniqueuse a choisi un titre qui est assez récent en général. En tout cas, soit en VO, soit en VF. On lit les 3 premiers de chaque titre et on en parle ensemble. Voilà, écoutez, on va ouvrir le bal avec Lulu qui va nous parler de Heartbeat. Oui. Écrit et dessiné par Maria Lovett, à qui on doit Faceless, avec Brian Azzarello qu'on connaît bien chez Boom Studio, et qui en ce moment sort un comic, je sais pas si c'est un one-shot ou pas, mais c'est son actu, c'est Loud chez Black Mask. Je l'ai dit, c'est chez Boom Studio, et c'est chez Ankama en français, Heartbeat. C'est sorti en novembre dernier, ça s'est terminé, car il n'y a que 5 issues en mars dernier. Et voilà, à toi le micro, Lulu. Oui, alors pourquoi ce comics ? Donc en fait, j'ai appris son existence quand Tula Lotte, qui est une illustratrice qu'on aime bien par ici, a posté sa variante cover sur les réseaux sociaux pour l'issue 5, donc la dernière. Et donc ça a attiré mon attention et je me suis donc plongée dans ce comics. Et donc j'ai découvert après que c'était déjà en fait sorti en France depuis 3 ans chez Ankama. Donc, qu'est-ce que c'est Heartbeat ? Le décor, c'est celui d'un lycée privé relativement élitiste qui s'appelle l'Institut Lennox Fragonard, où tous les élèves portent un uniforme. Eva, c'est le personnage principal, c'est un peu une outsider dans son lycée, puisqu'elle ne fait pas partie de la même classe sociale que le reste de ses camarades. Sa mère n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer parce qu'elle doit assurer 2 boulots en même temps. Donc voilà, Eva, elle a pas la belle vie, elle est victime de harcèlement, elle est un peu à la marge dans son école. Et alors qu'elle est témoin d'un meurtre tout à fait sordide sur les lieux, dans son école, elle choisit de garder de n'en parler, c'est le début, de n'en parler à personne. Elle a donc vu Donatien, le bad boy du lycée, trucider la fille cool que tout le monde aime. Et donc, non seulement la trucider, mais lécher son sang. Et ça a beaucoup plu à Eva. Son imagination s'empare de ces nouvelles possibilités qui s'offrent à elle. Et elle se met à fantasmer. Elle veut goûter au sang. Et elle veut, Eva veut croquer la pomme avec Donatien. Donc, du sexe et de la mort, donc Eros et Thanatos, comme je vous l'avais annoncé, qui font bon ménage dans ces quelques 110 pages, divisées en 5 issues, donc dans l'édition américaine. Et voilà, ça m'a beaucoup séduit. Alors, outre les belles personnes qui se dévêtissent. Et voilà, esthétiquement, c'est très très beau. Et ce qui m'a plu particulièrement, c'est que c'est un BD qui est au croisement de diverses influences. Ouais. La première étant le manga, donc dans le design des persos et aussi dans le thème, et notamment donc dans la tradition d'un genre de manga en particulier qui s'appelle le seijin. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mais donc le seijin apparemment c'est un manga pour adultes qui est assez sérieux dans le ton et donc potentiellement érotique. Mais attention, c'est pas pornographique, donc c'est pas hentai. Voilà, donc il y a l'esthétique manga qui est très forte, mais ça se marie, disons, avec d'autres influences plus européennes, comme l'Art Nouveau, donc qui est ce mouvement
esthétique de la fin du 19e qu'on retrouve par exemple chez Mucha, les affiches de Mucha, où voilà, donc des motifs végétaux très inspirés de la nature et que moi j'aime beaucoup. Donc esthétiquement, Heartbeat, c'est très très plaisant. Tu as posté des images dans le Discord, donc il y a des pages, des cases qui font des pages entières et qui sont ultra composées comme des tableaux. Et qui font, enfin moi ça m'a fait penser à Klimt par exemple. Il y a beaucoup d'influences du tournant du 19e 20e siècle. Maria Lovett, elle cite aussi Charles Baudelaire au début de différentes issues. Donc c'est aussi tout cet imaginaire-là qui est très bien géré. C'est pas, enfin moi ça m'a pas semblé, comment dire, arrogant ou pédant. Oui, c'est des hommages plutôt, ouais. Ouais, voilà. Et esthétiquement, c'est assez maîtrisé. Il y a notamment le motif du pavot, donc la fleur qui est aussi à l'origine de l'opium, hein, donc une drogue qui vous menez à votre perte. Donc voilà, donc ce mariage de la beauté, de la mort, qui est une symbolique très très forte tout le long de la BD, qui m'a beaucoup plu. Voilà. D'accord. T'as lu les 5 du coup ? Ouais, j'ai lu les 5. Ça, franchement, ça. Et donc c'est une histoire finie ? Oui, c'est une histoire finie. Ouais. D'accord, ok, très bien. Donc c'est pour ça que j'en dis très bien. Plus. Ok. Ketrus, je te vois balancer des images sur le Discord. Tu trouves ça magnifique ? As-tu trouvé ça magnifique graphiquement et au niveau de l'écriture ou pas ? Alors graphiquement, c'est fantastique. Surtout la gestion des couleurs. Enfin, comme disait Lulu, il y a un petit côté un peu art déco ou art nouveau. Je sais jamais la différence entre les deux. Mais moi, j'y ai vu aussi beaucoup des estampes japonaises. Parce qu'en plus, je crois que ça se passe au Japon, c'est ça. Et puis, c'est assez indéterminé, ouais. Ouais, enfin quand même, sa maison ressemble beaucoup au Japon et à un moment donné, elle a une carte de visite ou je ne sais quoi et c'est écrit en japonais dessus. Donc effectivement, c'est un peu indéterminé, mais peu importe. Donc je trouve que graphiquement, c'est un mélange assez intéressant entre le manga, le comics, même la BD un peu européenne. Il y a des fois, j'ai un peu reconnu de loin un peu du Bourgeon avec les Passagers du Temps, mais subrepticement quoi. Ah ouais. Donc c'est super intéressant, puis le côté un peu érotique qui va avec. Donc ça c'est cool. L'histoire, j'ai pas été emballé. En fait, je trouve ça difficilement compréhensible. Je vois où est-ce que l'autrice veut en venir. C'est vraiment sur l'adolescence, sur la difficulté de cet âge-là, la confrontation aux autres, voilà, la déprime, la dépression, etc. Les premières amours, les déviances, les limites que tu veux te poser, etc. Mais du coup, j'ai pas accroché à l'histoire, pas vraiment. Mais par contre, j'ai vraiment accroché au graphisme. Mais du coup, tu l'as pas pris comme de la poésie, un peu comme ce que disait Lulu. Ça a l'air d'être un truc un peu cryptique comme de la poésie. Écoute, je vois où est-ce que ça pourrait être pris pour de la poésie. Ok. Le problème, c'est que je trouve que les dessins sont très inexpressifs. Ils sont très beaux, en fait, ils sont assez froids, même parfois très contemplatifs, et c'est cool, quoi. Mais par contre, ça m'a pas touché comme pourrait me toucher de la poésie, si tu veux, quoi. Mais par contre, je pense que c'est très bien pour quelqu'un qui aime bien ce style-là. Je pense que c'est une très belle œuvre. Et voilà. Après, j'ai une difficulté à me dire pour qui c'est, en fait, à quel public s'adresser. Il y a même en fait, sur les dans les deuxièmes de couverture, enfin, la deuxième page, il y a un disclaimer sur, en fait, le suicide, sur les pensées suicidaires avec un numéro gratuit, un numéro d'urgence, quoi. Et en fait, je me dis, ok, ça parle de ça, en fait, ça parle de la dépression, ça parle de la difficulté de l'adolescence, etc. Et en même temps, je me dis, ouais, mais si quelqu'un qui a des pensées un peu suicidaires lit ça, je trouve ça vraiment glauque et je sais pas trop comment me placer dessus, tu vois. Donc, j'oserais pas juger, mais en tout cas, ça amène à réflexion, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Lulu, ou si tu as lu des choses dessus qui parlent de ça, si l'auteur s'est exprimé là-dessus. Non, j'ai pas trop lu de trucs là-dessus. Pour moi, le public, c'est des adolescents, en fait, ou en tout cas des jeunes, des jeunes adultes.
Pas des enfants en tout cas. Ouais, non, pas des oui. enfants, parce que c'est quand même assez explicite et puis c'est très, très sombre. Mais ça me fait. Enfin, moi, ado ou jeune femme, je pense que j'aurais lu ça de façon assez. Oui, c'est ça, c'est quand même, enfin, n'importe qui peut le lire, mais je pense que c'est quand même destiné aux jeunes femmes, c'est ça en fait. Oui, aux je adolescentes, pense, complètement, ouais. Et c'est typique, enfin, de l'angoisse adolescente, hein, ce qu'on appelle le teen angst en anglais, où voilà, c'est pas facile d'être adolescent, et là, c'est poussé à un point où justement, ça amène le personnage principal à des choix qui sont fantastiques, enfin, vraiment dans le sens premier du terme, où finalement, ça bascule dans le délire, quoi. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de cette lecture? Toi, t'es un petit peu émo, t'es un petit peu assez émo, un petit peu, on peut le dire. Moi, Oui, c'est un peu émo, ouais. Moi, je me suis touché en lisant ça. Hein. Non, vraiment. Merde. En fait, j'ai commencé. Oui. De quoi? Non. Moi, j'ai attendu l'émission pour ça. Pas déconner. Ah non. Non, en fait, j'ai commencé à lire le truc hier soir, hein, parce que bien sûr, je fais les choses en avance, et avant de me coucher, et je me suis dit, vas-y, je vais lire vite fait les 3 premiers. En fait, j'ai continué jusqu'au 5 parce que j'ai pas pu m'arrêter. Et c'est pour moi un putain de chef-d'œuvre, en fait, ce truc. C'est affolant. En fait, il y a tout qui colle, tout qui est excellent. Bon, graphiquement, vous l'avez dit, je vais pas redire ce que vous avez dit, mais ça défonce. Il y a des passages, des cases qui m'ont fait penser à des mangas type Akira, quand on voit la personne de vraiment frontale, avec le visage un poil déformé, comme s'il y avait un côté fish eyes sur une caméra. Et en fait, tout est bien distendu, déformé quand il faut. Donc, tu as vraiment ce passage de vision qui est interne, en fait. On a l'impression de voir ce que voit la personne, qui est complètement déformée à la réalité. Il y a les couleurs, tout est excellent. L'ambiance est assez froid pour te faire ressentir le malaise de temps en temps. Enfin bref, c'est assez fou. Et au niveau de l'histoire, putain, moi je trouve que c'est extrêmement émotionnel, en fait, comme truc. Et du coup, ça m'a. J'ai pas eu ce genre de vie au lycée ou quoi que ce soit, mais putain, ça m'a vachement parlé, en fait, sur le côté émotion que tu peux ressentir dans ce genre de truc. J'ai retrouvé un peu de Anne Rice dans la façon dont les sentiments peuvent passer à travers toute la phase de sexe qu'il peut y avoir dedans et tout. Moi, ça m'a vraiment touché comme comics, et vraiment, je l'ai trouvé. J'ai passé un moment de ouf, en fait, en le lisant, et j'ai presque eu envie de le relire juste après, en fait, pour me redonner une lecture différente tout de suite. En fait, je sais pas, ça a été un moment assez intéressant, je trouve. Mais alors, du coup, c'est quoi, selon vous, je vois que vous avez pris le message de façon différente, mais ce serait quoi? Ce serait un genre d'œuvre d'art interprété de 1000 façons comme une peinture? Est-ce que c'est un discours sur la jeunesse un petit peu torturée? Est-ce que il y a plusieurs niveaux de lecture? Alors, on le redit, c'est pas du tout pour les enfants, hein, mais du coup, c'est pour les jeunes ados minimum. Du coup, est-ce que c'est une lettre aux adolescents? Je sais pas s'il y a. Ouais, vas-y. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, pour moi, c'est vraiment un truc d'ado, en fait. En fait, t'as tous les personnages ont comme disait Lulu, en fait, tous les personnages ont leur façon de vivre, en fait, leur adolescence, et une névrose, en fait, qui commence à naître, qu'ils essaient d'explorer d'une façon ou d'une autre, en fait. Et c'est ce que tous les ados ressentent d'une certaine façon, mais c'est poussé à son paroxysme sur certains points, quoi. Et du coup, ça rend le truc vraiment. C'est presque intemporel, en fait, finalement, parce que genre, tu vois, le côté très vampirique le mythe du vampire au lycée, il est vachement connu. Genre, tout le monde a eu ce genre de délire un peu, et je trouve que ça parle vachement, en fait. Je sais pas, j'arrive pas à mettre de mots corrects dessus. J'ai l'impression de balancer des mots au hasard, mais ouais, je sais pas, pour moi, c'est vraiment explorer l'adolescence d'une certaine façon, en fait, avec une personne qui a un mal-être profond. Je veux dire, la nana, en fait, elle rentre chez elle le soir, elle lave son vêtement, ses vêtements d'école tous les soirs, parce qu'elle a que ça, en fait, à mettre. Et on fait même, tu vois, il y a un côté très profond, en fait, de malaise en permanence, et de décalage social. C'est fou, quoi.
Ok, donc du coup, vous le conseillez, sauf peut-être Ketrus qui Ah, non, ça n'a non. pas spécialement emballé, ou alors Ah non, je le si au moins conseille. pour l'artistique peut-être. Non, pas du tout. Non, Ok. non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je pense que et quand tu posais la question si c'est une œuvre d'art, je pense que c'est une œuvre d'art. D'accord. Mais non, moi ça m'a pas autant touché. Voilà, c'est ça. Mais par contre, D'accord. tu sens que quand même il y a quelque chose et que non, je le conseillerais. En tout cas, des adolescentes, il y a pas de souci quoi. Mais pour des adultes aussi, du coup, parce que depuis tout à l'heure on parle des Bien sûr. ados. Oui, et oui, c'est- oui, d'accord. clairement. Ok. Oui, c'est peut-être un peu C'est pas enfantin, enfin c'est pas. peut-être un peu creepy de conseiller ça à des adolescents qui le trouvent eux-mêmes. Après, bon, tu vois, Bah. peut-être que les angoisses adolescentes, ça m'angoisse aussi, quoi, étant donné, voilà, mais Ouais. donc, bon, c'est peut-être pas le moment pour moi de lire ça en ce moment, je sais pas, tu vois. En tout cas, Ça se passe pas bien, selon vous, ça rendra le lycée. pas. C'est pas le lycée, c'est l'année prochaine, mais voilà, on croise les doigts. Ah oui. Du coup, selon vous, on peut pas rester insensible à Heartbeat en tout cas. Ah non. Donc faut le lire. Non, Ok. ça fait battre Emilien, le un dernier cœur. mot peut-être. Ça fait battre le cœur. Oh là là. Très bien. Personne n'a fait de jeu de mots Il est cool. avec ce qu'on dira pas. Donc je redis, c'est Heartbeat chez Boom Studio. C'est déjà disponible chez Ankama. En un seul tome, j'imagine, puisque 5 issues, c'est assez petit. C'est Maria Lovett. La bite. Oui, voilà, très bien. C'est Maria Lovett, autrice et artiste, qui s'occupe de ça. Et voilà, on le conseille, c'est parti. Lisez-le, pas avec des enfants, on le redit. Et c'est parti. On enchaîne avec la deuxième review de cette émission 140 avec Ketrus, qui va nous parler de quelque chose d'un petit peu plus léger, il n'a pas choisi, ou en tout cas il n'a pas choisi directement, il a pris une petite reco d'un ou d'une bouillailleuse, pardon, je n'ai pas noté le nom. Au dernier Bouillador, il y avait des petits papiers, vous pouviez dire ce que vous vouliez dessus, des insultes, des mots d'amour, ou proposer des choses à chroniquer ou à faire en focus, et c'est le cas d'Adventure Time, le comics qui est disponible chez Boom Studio, qui est déjà fini, qui a un petit temps déjà, mais vu que c'est une demande de votre part, Ketrus a répondu à l'appel. À l'écriture, Ryan North, à qui on doit Écureuillette, la femme d'écureuilleur, le bot qui enregistre cette émission via Discord. En artiste, on en a une pléthore parce que ça fait quand même 75 issues en tout, dont Shelley Paroline, Brad Lamb, qui ont déjà bossé ensemble sur d'autres séries Boom. Donc je l'ai dit, Boom Studio, c'est chez Urban Indies en français, et c'est sorti entre 2012 et 2018. Vous n'avez vu que les 3 premières issues, j'imagine, pas les 75. Et voilà, Ketrus de nous en parler. Ouais, effectivement, 75 issues, et oui, je l'ai pas choisi. C'est pas du tout un choix vers lequel je me serais porté, mais en fait, comme Adventure Time, très dur à dire, Adventure Team, on va dire, je connais pas du tout. J'ai pas vu les séries animées, etc., mais je vois bien que ça fait partie un peu de, je sais pas, l'écosystème geek, ou en tout cas de la pop culture, quoi. Je me suis dit, bah, ça va être une bonne façon de se mettre dedans, quoi. Donc effectivement, j'ai lu, et oui, c'est fini en 2017 ou 2018 avec 75 issues, comme tu as dit. Donc les premières issues commencent en fait comme si tu connaissais déjà le monde. En fait, ça commençait pas la genèse de Adventure Time with Finn and Jake pour le nom complet. Et on va donc nous présenter les personnages donc très rapidement en fait à Finn qui est un humain qui est un préadolescent, normalement je crois qu'il a 12 ans si je me trompe pas, avec son ami et je crois frère adoptif si je dis pas de conneries, qui est un chien avec des super pouvoirs, donc qui s'appelle Jake, et ses super pouvoirs en fait c'est qu'il peut se morpher, se métamorphoser en un peu ce qu'il veut, étendre son corps, etc. Complètement badass, quoi. En fait, il est super puissant, le chien. C'est un peu plus fort que n'importe quel super-héros qu'on connaît. Voilà. Et donc, ils vivent dans le monde de Ou, si je me plante pas. Ou, O, 3 mots d'affilée, qui est un monde magique, en fait. Ils sont entourés de la princesse Bubblegum, qui est la mi-princesse humaine, mi-chewing-gum, de Marceline, la reine vampire, qui paraît-il à Milan, et peut aussi se transformer. Alors, j'ai pas exactement compris tous ses pouvoirs, mais pareil, elle est super badass, puis elle est très. Donc en fait, l'histoire commence donc sur ce monde, et on voit un petit escargot qui va rentrer dans ce qu'on appelle le Bag of Holding, qui tous les fans de Donjons et Dragons et de jeux de rôle connaissent, qui sont en fait des sacs sans fond.
un sac où normalement tu peux ranger tout ce que tu veux, peut tout contenir. Et donc il est tout content, on a un petit champignon, un petit escargot tout heureux. Et au moment de ressortir du sac, il se fait choper par une méchante liche qui apparemment est déjà connue du monde, si je crois, et qui est très contente parce que ça l'a libérée, elle va pouvoir engloutir Jack et Finn et aussi toute la planète. Et en fait, elle commence à absorber, normal, tout va bien. Elle va commencer à absorber toute la planète, tout le monde de haut avec ce bag of holding. J'aimerais bien trouver un nom en français. J'ai pas de traduction. Le sac à tout. Un sac sans fond. Un sac sans fond, ouais. C'est ça. Et voilà. Donc cette liche arrive, elle fait donc son vil dessin et Finn et Jack essayent de l'arrêter, mais malheureusement ils sont aspirés aussi dans ce puits sans fond, dans ce sac sans fond, et se retrouvent donc à l'intérieur du sac. Ils se retrouvent à l'intérieur du sac avec plusieurs personnages. C'est très bizarre à raconter Adventure Time, je vous assure. On dirait que t'as pris de la drogue un peu. Ouais, ils rencontrent la princesse du désert, qui a une forme de dessert, donc c'est rigolo, ils font des jeux de mots là-dessus. Qui en fait comme super pouvoir de pouvoir modeler des humains, enfin n'importe quelle forme et de leur donner vie en sable, etc. Voilà, bon, on retrouve après sur la planète O, on retrouve un personnage qui est un des ennemis de Finn et Jack, qui est le qu'on appelle ça le roi de glace, Ice King, qui va aussi se faire aspirer. Mais ce qui est rigolo et ce que j'avais lu en fait, c'était que il est en train d'écrire une fiction sur Finn and Jack et la princesse, parce que lui il essaye toujours de choper la princesse en fait. Donc en fait, le roi écrit la fiction. Et de ce que j'ai compris, je crois qu'il y a une série animée, un spin-off qui a été sorti il y a pas si longtemps que ça en fait, d'Adventure Time, où en fait c'est l'histoire de la fan story, de la fanfiction du roi des glaces. Ouais, il y en a une trentaine au moins de one-shot spin-off, un peu comme ce qu'ils font avec Rick and Morty en fait, et il y en a vraiment beaucoup quoi. C'est ça, et je crois d'ailleurs qu'il est doublé, je crois que Jack, Finn, l'humain, ouais, est doublé par Alexandre Astier en français. Ouais. Bon, voilà pour les fans, etc. Bon, bref, voilà, bon, l'histoire c'est ça. Ils vont tous se retrouver aspirés dans le sac, dans le bag of holding, et ils vont essayer de trouver une solution complètement loufoque. À un moment donné, ils vont réussir à creuser un trou, ils vont sortir du sac, ils vont revenir en disant haha, je vais te défoncer la liche, et en fait, ils sont réaspirés dans le sac. Du coup, ils ressortent dans le sac, ils ressortent derrière, ils sont réaspirés, etc. Et ils vont inventer tout un plan complètement abracadabrantesque pour sauver le monde, ce qu'ils vont effectivement réussir à la fin de l'issue 4, si vous voulez au moins lire ce petit arc. Et aussi, c'est rigolo parce qu'en fait, il y a des petites histoires en plus qui viennent ponctuer, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs illustrateurs aussi, qui vont ponctuer un peu chaque issue, en plus de l'histoire principale. Donc, on va avoir des petites histoires à la fin de chaque issue qui va raconter un truc complètement délire, complètement barré sur le monde de haut. Comme par exemple, dans la première issue, en fait, on va avoir l'histoire d'un bonhomme de pain d'épices qui en fait fait pas exprès et fabrique du cidre qui est en fait la sueur de ses aisselles. Bref, et qui du coup pique un peu le marché du cidre à un petit éléphant vert qui comprend pas pourquoi plus personne n'achète son cidre. Enfin, n'importe quoi. C'est complètement délire et voilà. Et en fait, Adventure Time, c'est ça. Ça se prend pas du tout au sérieux. C'est complètement loufoque. C'est marrant parce que ça me rappelle vraiment des bouquins indépendants que tu pouvais voir dans des fanzines, tu vois, ou des trucs qui étaient faits par l'association, ou des recueils, des trucs comme ça, quoi. Et voilà, donc c'est super frais. Du coup, ça veut dire qu'il y a un double discours avec un truc un peu gamin, rigolo, potache, et il y a quand même des private jokes plus adultes. Il y a tout le temps des private jokes. Ça n'arrête pas. Okay. En fait, il y a tout le temps des blagues, il y a tout le temps de l'absurde. En fait, c'est très rigolo parce que le rapport qu'il y a entre Finn et Jack, il est très marrant. En fait, tu vois tout de suite qu'ils sont très complices. Et ça, je trouve ça vraiment très fort d'avoir retranscrit ça, en tout cas sur du papier, parce que c'est peut-être plus facile à faire dans une série animée parce que tu as le son, tout ça, tu as l'animation qui va t'aider. Et là, en fait, je trouve qu'à travers les jeux, tu vois tout de suite qu'ils sont les meilleurs amis du monde et qu'ils sont tout le temps ensemble, quoi. Et voilà. Et bon, après, trouver un sens. Ouais. Vas-y. Alors, je veux dire, t'as fait lire ça à tes gamins ou pas? Non, je l'aurais pas fait lire, mais en fait, oui, c'est pour les enfants. Est-ce que tu le ferais? Je sais pas. Non, mais je sais pas. En fait, je suis très, si tu veux, je suis très circonspect sur Adventure Time. Je trouve ça très bien. Et en même temps, tu lis ça et tu fais qu'est-ce que je viens de lire en fait.
qu'est-ce que je viens de lire. Et donc, oui, je pense que je leur ferai lire aux enfants. Mais ça se trouve, on doit en avoir un qu'ils n'ont pas lu d'ailleurs. Faut que je regarde ça. Mais oui, je leur ferai lire quoi. Donc en fait, c'est un voyage. C'est quoi ? Ça me fait penser aux jeux qu'on faisait quand on était gamin en fait. Quand tu inventais des mondes, oui, tu racontais des trucs, quoi, etc. Voilà. Et en fait, Adventure Time, je trouve que tu retrouves ce côté enfantin et en même temps complètement absurde. Donc en fait, et je trouve ça cool d'introduire de l'absurde pour les bouquins pour gamins, quoi. Donc voilà. Et pardon, j'étais un petit peu long. Non, mais c'est très bien. Zéphiriel, toi, t'aimes bien les petits trucs t'aimes bien les trucs de gamin. Je l'ai dit dans mon intro. T'aimes bien Mon Petit Poney, t'aimes bien South Park, tout ça. T'aimes bien les trucs avec des effigies d'enfants, mais peut-être avec un peu de trash aussi. T'aimes bien. Alors South Park, j'aime pas spécialement, tu vois, mais j'aime les Powerpuff Girls et ça c'est encore mieux. Mais pour Adventure Time, pardon, je pense ça. Comment dire, comment parler de ce comics. J'ai un rapport bizarre avec ça en fait, parce que dans une émission on avait parlé de Rick and Morty il y a très longtemps, avant que je connaisse en dessin animé, et Adrien Z2E Larouzé nous avait présenté Rick and Morty en comics et j'avais vraiment pas aimé du tout. Je trouvais ça nul en vrai. Et peu de temps après, je regardais la série animée et je me disais mais en fait ça défonce fort, et donc du coup je suis à aimer le comics aussi. Et là c'est le contraire. J'avais commencé à essayer de regarder le dessin animé et au bout de 5 minutes, je me demandais vraiment ce que je regardais, et au bout de 5 épisodes, je continuais à me demander ce que je regardais et je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait en fait. Impossible. J'étais concentré sur le truc et je ne comprenais pas ce qui se passait en face de moi. S'il y a des trucs qui sont marrants, il y a des trucs qui sont ultra absurdes et c'est drôle, mais en vrai, l'histoire, plus ça allait, plus je me disais, mais il y a aucun sens en fait. Et donc le comics, je me suis dit, ok, ça va peut-être faire l'effet inverse. Maintenant, je vais peut-être pouvoir kiffer ça. Et en fait, au bout de 2 issues, je me disais, mais putain, je comprends ce qui se passe, mais en fait, j'arrive pas à me dire que c'est agréable en fait. Y a un truc qui me fait décrocher en termes de design, en termes de. En fait, je trouve que l'absurde tue l'absurde du truc, quoi. Au bout d'un moment, j'arrive plus à suivre, j'arrive plus à accrocher, j'arrive plus à comprendre, j'arrive plus à assimiler ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment trop pour moi, quoi. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ce genre d'univers. C'est comme Steven Universe, quoi. Je vais me faire taper par Force Rose, mais j'ai essayé de m'y mettre, et en vrai. C'est pareil, au bout d'un moment, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive plus à accrocher. J'arrive pas à accrocher correctement à cet univers-là. Et du coup, là, j'étais un peu en difficulté à la fin de la 2e issue sur le truc. Et pourtant, je comprends ce qui se passe. Hein. Genre, l'histoire, elle est clean. Il y a plein de références qui sont sympas. Il y a plein de jeux de mots. Il y a plein de trucs qui sont cool. Mais ça me laisse pantois. Ouais. Tu liras pas les 75. Clairement pas, non. Lulu. Bah écoute, t'es un peu fofolle, toi. Ouais, t'es la fofolle de la team un petit peu. Vraiment, d'accord, je veux bien. Bah écoute, moi je connaissais pas du tout le dessin animé, mais je vais avoir un avis assez différent de celui de Zef et de Cutrus, mais ça me donne vachement envie en fait le comics de découvrir le dessin animé, et j'ai adoré. Lire le comics, je trouve ça c'est du fun en barre, c'est hyper rythmé, j'ai vachement ri, il y a tellement de jeux de mots par page, mais c'est brillant, et c'est de l'humour mais ouais, non mais franchement c'est génial, et c'est de l'humour assez nerd. Justement sur la princesse désert là, donc parce qu'elle elle vit dans un désert et elle sait manipuler le sable, et il lui demande si elle serait pas plutôt la princesse dessert parce qu'elle a une gueule de pâtisserie. Moi ça me fait mais exploser de rire. Donc c'est du génie pur. Comme disait Zaf, l'histoire est clean, je trouve, ça déroule bien. Et en même temps c'est gentiment méta. Il y a souvent il y a des petites remarques qui sont ajoutées en dehors des cases, donc c'est assez rigolo, et aussi sans avoir l'air d'y toucher, ça traite de thèmes assez forts comme la masculinité ou le consentement, mais sans vraiment. Ok, il y a quand même des thèmes derrière. Bah moi j'ai trouvé, ouais, mais c'est pas appuyé du tout, quoi. Et dans le dessin animé,
l'équipe qui est derrière est très politisée en fait. C'est vraiment, c'est un dessin d'extrême gauche, quoi. Je veux dire, de l'autre côté. C'est plus c'est vachement bienveillant, quoi. Ouais, voilà. C'est dans les auteurs, il y a beaucoup d'activistes LGBT, etc. Donc c'est assez intéressant. Et je trouve ça très généreux en fait comme comics et très très sain en fait je sais pas, c'est hyper je sais pas, bienveillant, c'est un peu galvaudé comme mot, mais c'est cool quoi. Je sais pas, ils s'entendent, ils sont hyper sympas entre eux. C'est vraiment bien foutu quoi. Donc j'ai envie d'acheter. C'est ça, c'est des aventures sans prise de tête quoi. Ouais. Des TPB. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, franchement, avoir ça dans sa bibliothèque, c'est... Alors attention, parce que là, on parle de cette série, on va dire que c'est la série régulière, il y a 75 issues, donc c'est fini. Mais comme je le disais, il y a énormément de spin-off, et de toute façon, je crois que la série continue, donc tant que la série continue, ça n'empêche pas que les comics continuent. Mais là, t'en as pour un bon paquet de... Ton portefeuille va faire bravo. non, mais déjà le principal, quoi. Ok. De quoi faire. Bon est-ce qu'on le conseille quand même, malgré quelques réticences? J'ai l'impression que tu vas pas le conseiller. Lulu, tu le conseilles à fond. Et non, mais je conseille quand même le truc parce que c'est pas un défaut de pas conseiller. Moi, j'accroche. Non, mais c'est pas parce que j'accroche pas au truc que c'est mauvais. Hein. J'ai pas dit ça. Moi, je sais que c'est bien en fait. En le lisant, c'est juste que j'arrive pas à trouver mon fun dedans. En fait, je pense que pour moi, ça me parle pas plus que ça. Mais je sais que c'est très bien parce qu'on en parle assez. Il y a des thèmes qui sont touchés, tu vois, clairement. Mais moi, je le conseille. Mais faut juste pouvoir accrocher à ça en fait. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, je l'ai pas trouvé hystérique comme. Je déteste ce mot-là, hein, mais j'ai pas trouvé que ça partait dans tous les sens, que c'était difficile à suivre ou qu'il y avait trop d'énergie. J'ai trouvé ça vraiment sympa, quoi. Agréable à lire. Feel good. Ouais, vraiment feel good au sens noble du terme, quoi. D'accord. Écoutez, un dernier mot ou est-ce que je peux récap les infos? Non, oui. Non, c'est en fait non, mais le pendant de Zef que Zef a fait avec Rick and Morty, je le trouve pas mal parce qu'au final c'est du Rick and Morty pas exactement, mais un peu dans la même ligne, mais pour enfants quoi. Parce que tu peux pas montrer du Rick and Morty aux enfants. Par contre, ça, tu peux très bien le faire lire à des gamins de 9-10 ans. Je pense que ça passe crème et c'est cool. En plus, c'est très beau. Donc, c'est cool. Cela passe crème. Eh bien, Adventure Time with Finn and Jake de Ryan North et une tétrachie d'artistes. On a même vu du Marguerite Sauvage, un gentil patronote nous l'a balancé dans le Discord pendant qu'on parle. Boom Studio, Urban Indies en français. Voilà, et puis je pense que vous pouvez trouver tout ce qui touche à Adventure Time chez Urban. J'imagine qu'ils ont récupéré même les spin-offs. Voilà, sinon c'est 75 issues, donc je pense que ça fait énormément de TPB. Nous allons passer à la troisième et dernière review de ce morceau de l'émission, et c'est Zéphiriel qui va nous parler de Bone Parish, ou soit la paroisse des eaux, finalement. L'écriture Cullen qu'on connaît bien ici chez Comics, puisqu'il a fait l'excellentissime Arokunti, le génial Six Gun dont on n'a jamais parlé, mais c'est une erreur, et le moins bon Dark Ark, chacun vers midi à sa porte, qui continue toujours en ce moment. À la couleur et au dessin, Jonas Scharf, pardon, j'ai écorché son nom, qui est un Allemand. Il a travaillé sur Power Rangers, Planète des Singes, et il a Avengers en ce moment. C'est encore chez Boom Studio, troisième Boom Studio. Je suis trop content qu'on parle que de ça. En français, c'est chez Delcourt, dans le label Contrebande. C'est sorti en juillet 2018 et ça s'est terminé en août 2019. C'était une mini-série en 12. Je laisse la parole à Zéphiriel. Ouais, et Dark Ark, ça tue. Moi, je trouve ça vraiment très bien, mais voilà. Vite fait. Bonne Parish. Bonne Parish. C'est assez bizarre comme comics. Je l'ai découvert grâce au comic. Il en a parlé dans ses émissions. Du coup, j'ai voulu lire un peu ça. En fait, on commence la première issue avec un mec qui est au milieu de la rue. On voit qu'il est en plein trip. Le mec, il s'imagine dans un concert, être chanteur dans un concert, genre avec des milliers de fans devant lui. Et en fait, il est juste au milieu de la rue. Et très vite, en fait, ça switch sur un gars qui revend de la drogue au coin de la rue, qui a des clients et qui lui demande une nouvelle drogue qui s'appelle la cendre, H. Et le gars leur dit, ok, je vous en vends, mais attention, allez-y mollo au début, vous allez voir, c'est un peu fort.
le dealer vend ses derniers trucs et appelle un mec en disant voilà, c'est bon, j'ai besoin d'un refill, j'ai tout vendu. Et le mec dit putain, déjà c'est trop chaud, on n'a pas le temps d'en produire autant et tout, faut aller chercher la ressource première est dure à choper. Et en fait, on voit que ce mec est avec une team dans un cimetière en train d'ouvrir des tombes et de récolter les os dans les tombes, tout simplement. On enchaîne derrière sur une maison qui est fait très un peu manoir à la Nouvelle-Orléans, un peu crade. Et en fait, on va suivre la famille Winters, qui est une famille de dealers, tout simplement, qui font parce que autant faire ça en famille avec le père, la mère et les enfants, dont une des filles qui est en train qui est la chimiste. Et en fait, on va suivre en fait cette famille qui ont découvert une nouvelle drogue, un nouveau procédé de drogue qui est donc à base d'os humains qui a pourri depuis des dizaines d'années dans les tombes et qui après une modification chimique et une fois ingérée par les consommateurs leur fait vivre vraiment ce qui s'est passé, la vie de la personne en fait. Donc la personne qui était en plein trip, en plein milieu de la rue, a vraiment sniffé un morceau de crâne humain d'un chanteur qui s'est suicidé. Et en fait, il est en train de vivre son trip de concert. Et en fait, on va enchaîner un peu leur histoire. Je vais pas aller trop loin. Je vais juste parler de la première issue parce que il y a que 12 numéros et vraiment ça va très très vite. Donc on enchaîne un peu, on découvre un peu la famille, ceux qui vont aller chercher les os dans le cimetière, la nana qui est en train de faire le petit chimiste au sous-sol, la mère qui discute avec son mari du business et lui qui la prévient en disant fais attention, c'est un business qui va attirer du monde et c'est dangereux et tout. Et en fait, on aperçoit à la fin de la première issue que elle est en train en fait de sniffer les os de son mari pour pouvoir continuer à discuter avec lui malgré la mort de ce dernier. Et en fait, quand on a déjà ça en tête, c'est complètement fou. Juste avant, on a un mec qui fait un bad trip de cette même drogue avec 3 prostituées en même temps. Il prend la drogue, il y a 3 prostituées qui sont là en train de faire des trucs avec lui, d'un coup qui le déchiquette de l'intérieur et qui le tue. Et du coup, le mec fait un bad trip violent, en mourant bien sûr. Et voilà. Et en fait, tout ça va résumer tout ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire qu'on va vraiment arriver sur un trip de ouf avec cette drogue et découvrir des effets qu'on ne pouvait pas imaginer et que l'auteur a imaginé qui sont complètement dingues. On a en effet un nouveau produit sur un marché de la drogue et en fait tout ce que ça peut amener, c'est-à-dire des concurrents, comment ils vont s'y prendre pour essayer de récupérer le produit, récupérer le marché. Ça fait un peu Breaking Bad dans l'idée, avec toutes les relations familiales ultra complexes qu'on peut avoir dans une famille pareille, complètement barge, et les incidences qu'il peut y avoir autour de ça. Et franchement, moi j'ai plongé direct. Je suis à l'épisode 10. J'ai bientôt fini et du coup je ralentis vachement parce que j'ai vraiment envie de savourer chaque page et chaque truc. Et je trouve ça super intelligent comme concept, bien imaginé. Ça fait un peu iZombie, ouais, effectivement, comme dit Z2E sur le chat. Et voilà, au niveau du dessin, je trouve ça ultra propre et agréable, mais l'ambiance un peu crado Nouvelle-Orléans, je trouve qu'elle est assez cool. Et voilà. Que dire d'autre? Moi, je trouve que c'est une pure tuerie et j'étais vraiment très content de découvrir ce petit comics. Kétrus, oui, toi aussi t'aimes des trucs un peu crado. Comment allez-vous? Qu'as-tu pensé de ce comics de drogue? Bah ça défonce. Ça défonce. Ah bah, la drogue, ça défonce, oui. Oui, voilà, c'est tout. Non, j'ai trouvé ça super bien. Ce qui est cool, c'est que tu vois, ça rentre directement dans le vif du sujet, où t'as la drogue, c'est un peu énigmatique, et paf, on te dit, bah en fait, c'est fait à partir des morts. Et du coup, ça j'ai bien aimé parce que c'est bien punchy, ça te donne tout de suite envie de continuer. C'est très page turner, quoi, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, c'est chouette, quoi. Et le truc aussi qui est super bien foutu, je trouve, alors j'ai lu que les 3 premières, c'est la façon de poser les flashbacks dans l'histoire je trouve est très bien intégrée en fait. C'est-à-dire que tu es en train de lire l'histoire, tu es en train d'essayer de comprendre un peu toute la toile de fond et on te fait rentrer
rentrer dans le passé des personnages. En plus, c'est pas très long, c'est souvent fait sur des doubles pages qui sont très très belles en plus. Voilà, c'est à chaque fois ça te rajoute un petit peu plus. Et donc je trouve que la construction d'histoire et la construction des personnages est très maligne. Et donc ouais, j'ai beaucoup accroché, pardon. Et en plus, je trouve ça super beau, quoi. Enfin, franchement. Il y a les dessins sont très cool, surtout la mise en page est cool, bien que classique, mais ça marche parfaitement pour ce genre d'histoire. Ouais, carrément, ça casse pas des briques en termes de dessin ou de mise en page, effectivement, mais ça, en fait, ça suffit pour l'histoire. En fait, ça sert à l'histoire et ça, c'est cool, en fait. Ouais, c'est ça, et ça raconte bien. Et les doubles pages sont très bien construites, quoi. Ça t'explique, ça te raconte des choses et voilà, c'est parfait. Et voilà, j'ai une bonne, je sais pas, c'est de la. Continuer ou pas? Je vais continuer, ouais, c'est cool. Et en plus, il y a un truc qui est très addictif, je trouve, c'est les délires, en fait. Les délires des gens qui se défoncent à ça. Je trouve qu'en fait, t'as envie d'en connaître un peu plus, t'as envie d'en voir plus parce que c'est toujours assez créatif, quoi. Et en fait, autre chose que je trouve très malin, c'est la façon dont la frontière entre la réalité et la défonce, elle est très intéressante aussi, pas forcément dans le dessin et dans la mise en page, mais dans la situation, en fait. Comment le délire s'arrête ou comment tu passes de la réalité à la défonce. Je trouve ça aussi pas mal foutu au niveau narratif. Donc ouais, je vais continuer. Ça fait penser à The Dregs un peu. Toi qui aimes ça. Alors, je trouve que celui-là a un côté beaucoup plus, policier, série, pas série B, mais série noire. Enfin, pas série noire, mais si série B un peu, quoi. Enfin, ouais. Merde, j'ai pas le nom. Quand c'est un peu fantastique horreur, tu vois. Alors que The Dregs, c'est plus policier. Ouais, c'est plus sociétal. C'est plus sociétal, quoi. Voilà. Mais d'accord. On peut tracer un petit parallèle, peut-être, je sais pas. Lulu, toi, il y avait quelques os et quelques gouttes de sang dans ta lecture de Heartbeat. Est-ce que là, ça t'a plu également ou est-ce que t'as rigolé comme dans Adventure Time? Alors, ni l'un ni l'autre. Non. Alors, visuellement, moi, c'est le gros point positif pour moi. Les couves sont hyper cool. Les lieux, je trouve, sont bien incarnés. L'univers est bien posé. On reconnaît tout de suite la Nouvelle-Orléans. Je trouve que c'est hyper bien retranscrit. Voilà, je trouve ça hyper propre visuellement. Le seul bémol que j'ai, c'est que l'âge des persos est pas hyper bien représenté. Je trouve que la différence entre la mère et son fils, par exemple, c'est quoi, Winters ou Summers? Ouais. Non, Winters. La mère, Winters, c'est la famille. La différence n'est pas hyper perceptible. Et ce que ça raconte, pour moi, c'est cool. Mais je trouve ça assez classique, en fait, dans l'histoire. Une histoire donc de cartel, enfin pas de cartel, mais de drogue, de criminalité, de famille, etc. Donc c'est des thèmes qui sont assez sérieux, mais qui sont pas toujours explorés, je trouve, de façon hyper approfondie. Donc je suis un peu mitigée, mais en même temps, vu qu'il y a que 12 issues, je pense que le TPB, je l'achèterai une fois que toutes les librairies auront rouvert. Donc voilà, je pense que je vais continuer à lire. J'ai lu jusqu'à l'issue 4 et je vais pas m'arrêter là. Ah. Très bien. Donc on conseille, on dit oui. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, à fond. Ketrus, allez, carrément. Très bien, je le redis donc. Bonne Paris, qui ne sera sûrement pas traduit en VF. Cullen à l'écriture, Jonas Scharf au dessin, c'est chez Boom Studio en VO et c'est chez Delcourt dans le petit label Contrebande en VF. Voilà, ça représente 12 issues, donc j'imagine que ça va être en 2 TPB, peut-être un tout petit peu plus. Écoutez, voilà, c'est tout pour les reviews. Merci pour vos petits conseils. Avant de passer à la suite, petite pause qui maintenant est devenue une coutume grâce à Eric qui aime bien parler des régions de notre beau pays, surtout que maintenant on n'y voit jamais puisqu'on est tous chez nous. Comics Podcast 140 et donc département du 40 qui est, vous allez me dire, les Landes. Vous ne savez pas. Les Landes, excellent, les Landes. Donc si... Quoi Zéphirien?
Non, j'allais dire, du coup, c'est le département 40. Là, c'est les Landes. C'est pas les Landes. Tout à fait, exactement. Putain. Si, c'est ça. Exactement, vous êtes les meilleurs. Donc, si vous qui nous écoutez êtes originaire ou résidez dans les Landes, si vous êtes par exemple prof de géo en Grèce, conductrice de calèche à Biscarrosse, traiteur à Banquet, ou bien banquière à Cagnotte, on ne sait pas, puzzelier à Casse-Tête, ou encore éboueur à la Benne, conservatrice de musée à Montmuy, ça c'est mon préféré, fournisseur d'accès à Nous, ou bien métalleux à Roquefort, ou alors encore vampire à Sanguinet. Si vous êtes tout ça ou rien de tout ça, et que vous achetez vos comics possiblement à Campus, dans la ville de Dax, à Bulle d'encre, à Mont-de-Marsan meilleur à Interville, ou bien à La Veillée à Biscarrosse, ou alors, si vous achetez pas du tout vos comics là-bas, qui que vous soyez, vous pouvez totalement nous retrouver sur les réseaux sociaux et continuer l'expérience de ces émissions sur Twitter, @comicspodcast tout attaché. En général, on poste des petites news, on se vanne entre nous, on dit coucou au Twitter de Vaisseau Hypersensas qui est @vaisseau-sensas, je le redirai tout à l'heure. Sur Facebook, on a une page Facebook pour les sorties d'épisodes, mais en général, la récréation, c'est plutôt dans le Bouya Comic Club, dans lequel il y a des news, des débats, des sondages, des jeux, des insultes, voilà, c'est la rigolade, c'est la fête. Et ensuite, sur Instagram, Comics Outcast tout attaché, en général, là, on poste des petites photos des coulisses, de nos lectures. Nivra fait pas mal de stories quand elle va dans son comic shop, donc en ce moment, elle n'en fait pas, puisque elle est chez elle. Donc voilà, écoutez, vous pouvez nous suivre sur tout ça. Et là, petite nouveauté, depuis le confinement, on a lancé le Discord, on y est actuellement, car c'est Écureuilleur, le bot d'enregistrement dont Adrien se sert pour enregistrer nos voix, et les gens de la communauté, que ce soit des bouillaillos, que ce soit des patronautes, que ce soit des Little Birds de Whisperos, que ce soit des défaussos du défaussé, je ne sais pas s'ils ont des noms, mais on les adore. On se retrouve donc sur le Discord de Vaisseau Hypersensas. Je vous dirais bien l'URL, mais c'est insupportable, donc je vous conseille plutôt d'aller sur le Twitter de Vaisseau Sensas, donc c'est @vaisseau-sensas, et il y a l'adresse du Discord, il vous suffit de cliquer et on vous dit coucou. Écoutez, voilà, c'est un petit tour des petits réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver partout, nous poker, nous conseiller des lectures, nous insulter, faites tout ce que vous voulez. C'est tout pour les réseaux sociaux et les régions de France. On peut passer au focus, peut-être avec un petit générique d'Écureuilleur, peut-être. Est-ce que du coup un générique c'est un Eric qui est généré aléatoirement? Ah, je l'ai compris. Franchement, la blague elle est pourrie, mais ton rire il est mortel, donc j'accepte. J'arrive même pas à finir ma blague tellement je la trouve. Ouais, je l'ai pas entendu tellement t'as ri. Est-ce qu'un générique c'est un Eric généré aléatoirement ou pas? Ah. Voilà. Nous pouvons passer à la suite de cette émission. Habituellement, et c'est le cas aujourd'hui, en milieu, le petit tronçon de milieu, c'est un dossier ou un focus. Et quand j'ai demandé à mes petits chroniqueurs, est-ce que vous avez des idées, des envies, Ketrus a levé la main et a dit, je parlerai bien de Exiles, ou Les Exilés en français. Donc je vais lui laisser la parole, je fais juste un petit récap des infos. C'est un comics, une saga même, chez Marvel, donc chez Panini en français. Ça a été créé par Judd Winnick, qui a bossé sur plein de trucs chez DC très connus, et Mike McCone, qui a bossé lui chez les deux Big Two. Ça se regroupe, Ketrus me dira si je me trompe, en 3 grosses versions. Il y a la version 1 dans les années 2000, au début des années 2000, qui compte 100 issues, rien que ça. La V2 2008-2009, il n'y avait que 6 issues, et la V3 c'est assez récemment, c'est 2018-2019, et il y a 12 issues. Voilà, je laisse la parole à Ketrus car c'est son idée. Oui, il y en a même encore un peu plus parce que il y a eu, je sais plus en tout, avec on doit pas être loin des 300 issues. Donc on va commencer par la une. Alors, non, du coup j'ai un peu regretté quand j'ai dit on va faire le focus parce que je me dis merde, j'avais oublié qu'il y avait autant de trucs. Mais du coup on va parler un peu du début et de pourquoi moi j'avais bien aimé cette saga, même si j'ai pas lu les 300 issues en tout cas. Donc effectivement, Exile, c'est une série qui a été créée par Judd Winnick en 2001, enfin dans les débuts années 2000. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un regroupement de personnages qui viennent de différents univers, donc d'univers parallèles. Donc Exile, ça va être ça, en fait, ça va être que des aventures dans l'univers parallèle. Donc ils se retrouvent un peu téléportés, on va dire, un peu à la façon de Nightcrawler, c'est une espèce de bamf ou avec un portal d'une sait où, qui se retrouve donc dans le désert, au-delà de l'espace et le temps, comme dans Ulysse.
et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc on a... Oui. Ouais, t'as vu, j'ai failli chanter. Donc on a Blink qui vient de la Terre 295. Blink, on a vu dans un des derniers films. Alors pardon, mais qui était tout Blink, c'est la Terre 182 par contre, je pense. Voilà. Non, Oui. C'est vrai. C'est... Non. Je l'ai. Putain, merde, je me suis fait avoir. Qui vient de la Terre 295 et qui donc est une Terre où Xavier n'a pas rassemblé les X-Men et n'a pas vaincu Apocalypse. Donc en fait, Blink a passé toute son adolescence et toute son enfance, et en tout cas la majorité de sa vie, sous le joug d'une dictature dirigée par Apocalypse, donc dans des geôles, etc. Mais qui a quand même réussi à le vaincre grâce à d'autres X-Men présents sur cette terre-là. Son pouvoir, en fait, c'est de pouvoir, grâce à des shards, de téléporter les gens et de se téléporter elle-même. Et d'ailleurs, c'est dans X-Men Apocalypse, je crois, moi je l'ai pas vu, mais qui présente dans le film, qui présente ce personnage-là, je crois. J'ai tout oblitéré de mon esprit. C'est ça, hein, ouais, j'ai même pas vu le voir. Parce que je crois qu'il y est, c'est là où il y a Christian Clavier qui joue Apocalypse, je crois. Ah, c'est ça, ouais exactement. Il y a Mimic Earth 12, qui est un X-Men, qui a, lui, la particularité de pouvoir choper des pouvoirs de plusieurs mutants en même temps, mais il a que 50% de ses pouvoirs, quoi. Donc il a 50% de régénération de Wolverine, etc. 50% de la capacité de voler de Archangel, etc., etc. Il y a Nocturne qui vient encore d'une autre terre, qui est la fille de Nightcrawler, qui a à peu près les mêmes capacités qu'elle, sauf la téléportation. Il y a T-Bird qui est en fait, comment ça s'appelle dans... Pardon, j'ai plein de notes et j'ai perdu mes notes. Très bien. Ouais, James Fruitstar, en fait, qui est le frère de John Fruitstar, qui est en fait Thunderbird. Voilà, donc lui, ses pouvoirs, c'est d'être ultra balèze et de passer dans une rage folle qui le rend surpuissant. Il y a Magnus, qui est en fait le fils d'Eric Lencher donc de Magneto dans une autre réalité alternative, et qui lui, pareil, peut contrôler le métal, mais a la malédiction aussi de sa mère qui est Rogue. C'est-à-dire que dès qu'il touche quelqu'un, au lieu de tuer et de prendre son énergie vitale, en fait, il les transforme en métal, ce qui est plutôt emmerdant, quoi. Ça empêche toute relation sociale. Mais en confinement, tu vois, ça pose pas trop de problème. Et le dernier, donc, qui va apparaître, et non des moindres, c'est Morph, qui vient de la Terre 1081, qui est un peu le comic relief de la série, et qui, lui, est né mutant, et qui peut se métamorphoser en n'importe quoi. Donc, il peut s'habiller en ce qu'il veut, il peut prendre la forme de ce qu'il veut, etc. Qui est tout blanc, et qui arrête pas de faire des blagues tout le temps, et souvent graveleuses, et souvent de mauvais goût aussi, mais qui est quand même assez marrant. Et donc, c'est tous ces personnages-là... C'est un peu le Deadpool de la team, quoi. Ouais, c'est un peu le Deadpool de la team. Ouais, c'est plus le Plastic Man de la team, en fait. C'est ça. Okay. Ouais, plus. Ou le Spider-Man. Okay. Et sur son monde, il a fait partie des X-Men et des Avengers. Donc il a un peu quand même, tu vois, c'est pas n'importe qui. Et donc il se retrouve donc dans ce désert d'au-delà de l'espace et le temps. Ils se demandent ce qu'ils foutent là, et en fait ils arrivent et ils se retrouvent devant une cuisine en plein dans le désert avec un homme, une espèce de majordome qui les accueille, et en fait qui leur raconte qu'il est le Time Broker, le casseur de teint, et qui en fait leur explique que ils sont tous morts dans leur réalité. Ils sont tous ces personnages-là donc sont morts dans leur réalité. Ils ont été unhinged from time, c'est-à-dire désarticulés de ça. Et que donc c'est pour ça qu'ils les ont récupérés, parce que de toute façon ils sont morts, mais que il existe donc dans cet espace, dans ce temps et dans toutes ces réalités alternatives, des espèces de fractures, des espèces d'anomalies, un peu comme dans Legend of Tomorrow, la série, et qu'ils peuvent en fait réparer ces anomalies en allant sur ces univers parallèles. Et s'ils arrivent en plus à résoudre assez d'anomalies, peut-être qu'ils arriveront aussi à changer leur destin et donc à ne pas mourir. Pour ça, donc lui, c'est une espèce de personnage, tu vois, omnipotent, omniscient, et qui s'en va, en baissant l'opacité, le filtre alpha, et qui s'en va, qui leur donne des missions. Il leur donne le Talus, qui est un bracelet qu'il donne à Blink, qui va devenir donc le leader de la team. Et donc le Talus, ça leur permet donc de se téléporter dans des réalités alternatives, et aussi ça leur donne des missions.
On va pas tous les énumérer, les missions, il y en a énormément. Leur première mission, ils arrivent sur une terre parallèle, en fait, où il y a eu l'opération zéro tolérance qui a été mise en place. Et donc, tous les mutants et les super-humains sont incarcérés ou alors carrément tués. Et en fait, leur mission, c'est de trouver le grand leader, le père de toutes choses, etc. Donc, évidemment, la plupart des gens, sauf Blink, qui, elle, ne l'a jamais connu, se disent, c'est pas compliqué, c'est Charles Xavier, on le sait tous, c'est le leader incontesté des X-Men, c'est celui qui veut la paix entre les humains et les mutants. Et donc, ils vont le libérer. Malheureusement, dans cette réalité parallèle, Charles Xavier, c'est un vrai salopard. Et lui, il veut tuer tout le monde. Il veut libérer tous ses potes, dont son frère Juggernaut, et foutre le Dawa sur la Terre. Heureusement, évidemment, Magneto est le pendant gentil dans cet univers-là. Et ils vont le libérer et éliminer Charles Xavier et libérer la planète. Juste après, et après j'énumérerai un peu rapidement, juste après, ils vont intervenir sur le procès de Phoenix, qui est une référence à une grande saga X-Men. Et ils doivent y aller et éliminer Phoenix, et donc empêcher les X-Men qui voudraient la sauver de le faire, etc., etc. Et c'est rigolo parce qu'il y a une grosse baston entre Mimic et Wolverine qui est assez bien foutu. Bref, vous l'avez compris, c'est un peu Sliders au début, en tout cas ça va être ça au début. Ils vont passer de réalité parallèle en réalité parallèle, ils vont aller sur une planète où il n'y a que des Hulk, une planète où Tony Stark il est président des États-Unis, ils vont aller sur une planète où il y a les X-Babies, donc les versions enfantines des X-Men, etc. etc. Va y avoir des morts, va y avoir des gens remplacés, etc. C'est une série qui est quand même assez inégale, comme on peut l'attendre sur un format comme ça. C'est, en tout cas, les tout premiers épisodes, c'est quand même quelque chose qui est un peu vieilli. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les années 2000 et dans certains clichés, c'est-à-dire avec des dessins assez vieux, des pages très chargées, des représentations féminines qui sont un peu caricaturales et qu'on qualifierait maintenant un peu de sexistes et pas forcément très respectueuses. Mais pourquoi moi j'ai aimé Exiles? Déjà parce que quand je l'ai lu il y a quelques temps, je les ai dévorés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je finissais un TPB, il y en avait déjà 3 autres qui étaient commandés et qui attendaient d'arriver. Parce qu'en fait, c'est quand tu commences à t'attacher, quand tu as passé le premier cap, surtout aujourd'hui, le premier cap qui est un peu dur, qui est pas forcément ouf, en fait. Les dialogues sont pas incroyables, les dessins des tout premières issues sont pas non plus géniaux. Mais en fait, quand tu continues à le lire et quand tu passes un peu ce premier cap, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà toutes les relations entre les personnages qui vont s'établir. Il va y avoir des romances, il va y avoir des amitiés, il va y avoir des questions, des trahisons, des gens qui vont mourir, etc. Il va y avoir plein de sujets qui vont être abordés comme l'homosexualité, comme l'affirmation de soi, comme la mort d'un proche. On va aussi avoir plein de parallèles qui vont être dressés par rapport à l'enfance de Blink, qui est assez horrible parce qu'elle a vraiment vécu dans un monde ravagé par le fascisme, etc. Et donc qui apporte un regard différent aux autres qui ont, eux, vécu plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la saga des X-Men un peu classique, quoi. Et aussi, un que je vous conseille, c'est ce qui va se passer avec Pic, qui est un X-Men, en fait, qui est un jeune X-Men. Et c'est dans l'issue 43 et ça s'appelle Earn Your Wings. Et moi, j'en ai encore des souvenirs de cette issue parce que, en fait, c'est toute une issue sur l'acceptation de la différence. Alors, Big, c'est un mutant. En fait, il a juste une tête, une sale gueule de vautour et des petites ailes pourries sur les bras. Et en fait, il sert pas à grand chose, quoi. Mais il est quand même chez les X-Men et il est quand même à l'académie. Et après, en fait, il va avoir une famille, il va avoir des enfants, etc. Et en fait, moi, ça m'avait marqué, ça m'avait touché parce qu'il y avait beaucoup de réflexions sur justement sur ce que je disais, l'acceptation, l'utilité d'une personne, etc. Le repoussement de soi, le repoussement des limites. Et voilà, ça m'avait assez touché. Et comme c'est une série qui est un peu multi, et je finis juste là-dessus. Ouais. Comme c'est une série qui est basée un peu sur les multiverses, il va y avoir des épisodes très cool, il va y en avoir des très mauvais, il va y en avoir des moyens, etc. Mais en fait, il y aura toujours des surprises et il y aura toujours des questionnements. Et il y aura aussi toujours des petites références en fait, à l'univers, on va dire, canon, même si c'est canon parce que ça se passe dans la même réalité. Canon des X-Men, canon des Avengers, etc. Et en fait, moi, sur certains épisodes, ça m'a poussé à aller lire
lire les histoires originales, en fait, auxquelles elle faisait référence, pour justement un peu plus comprendre et aller un peu plus loin. Et pour finir, c'est une série qui est quand même assez drôle, qui est quand même complètement loufoque, surtout avec le personnage de Morph. Et il y a quand même des issues qui m'ont fait mourir de rire, même si des fois, bon, c'est un peu caca pipi, c'est un peu graveleux, mais la plupart du temps, le personnage de Morph est super attachant et très très drôle. Voilà. J'ai donné la parole à tes petits camarades, savoir ce qu'ils en ont pensé juste avant, à t'écouter, parce que moi j'ai rien lu du tout, à t'écouter, c'est assez récréatif, ça laisse un peu comme dans tous les trucs de multivers, on en parlait dans la mission précédente, où ça permet d'être récréatif et de se permettre les trucs les plus fous. Sur le Discord, on a quelques patronautes, dont Reigen ou Prigmore nous dit le problème c'est que à quoi bon, il n'y a aucune conséquence vu que c'est dans des univers parallèles ou des what-if, on ne peut pas s'attacher au perso s'il n'y a pas d'enjeu. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'en fait, les relations entre les personnages de l'équipe sont plutôt bien foutues, et en fait, il y a une bonne mayonnaise qui se crée, et le groupe marche très bien ensemble, en fait, quoi. Donc là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Après, à quoi bon, je sais pas. Si en fait si certaines issues te font kiffer, certaines idées te font réfléchir, pourquoi pas, quoi. Après, t'as aussi, il le disait lui-même sur le groupe, mais genre même sur les sagas qui sont dites classiques et canons, genre t'as aucune conséquence sur n'importe quoi. Genre, quoi qu'il arrive, genre un mort dans une saga, elle est forte par le moment dramatique de la façon dont elle se passe et comment elle est amenée. Mais en soi, on sait très bien que le personnage va toujours revenir. Donc c'est assez. La question est légitime cependant, parce que je trouve que moi, ce que j'aime beaucoup sur les what if et sur les univers parallèles dans les comics, et surtout dans l'univers Marvel ou DC, mais plus dans Marvel, c'est ce côté qui se permet, en fait. On se permet de faire un truc qui a rien à voir. On se permet d'aller faire un what if. Là, le premier arc avec Charles Xavier, qui est clairement l'antithèse de la vie humaine. C'est super intéressant en soi. En fait, on voit vite où ça mène, et l'arc est assez court pour le comprendre et pour voir où ça s'arrête. Mais je trouve que du coup, la façon dont elle se termine, cette histoire avec la façon dont il est tué, je trouve ça en plus ultra dramatique et bien fichu, en fait, bien mis en scène, même pour un comics qui est assez vieux. Et du coup, moi j'aime bien ce côté explorons en fait le canon en changeant quelques degrés d'intensité, en changeant quelques degrés de personnages, et voyons ce que ça donne directement en laissant des histoires se construire à travers ça. Et tu vois, genre moi avec l'arc du Phénix, le jugement du Phénix, moi ils m'ont eu direct. Enfin, la série elle m'a eu avec ça. Putain, ça défonce en fait, parce que l'idée est cool en vrai. Et cette idée un peu de sliders, de groupe de sliders qui vont aller de temps en temps pour aller changer les erreurs, en fait, entre guillemets, et rectifier un peu ce qui s'est passé. Je trouve ça super intéressant, surtout qu'en fait, au-delà de ça, t'as un enjeu qui est cosmique, en fait, sur le truc, parce qu'ils sont eux-mêmes contrôlés par un groupuscule puissant et ainsi de suite, non? Ouais, ils sont contrôlés, je voulais pas trop spoiler, mais effectivement, ils sont contrôlés par un groupuscule, mais pacifique, sans vouloir trop spoiler, qui en fait a fait des conneries, et qui a créé toutes ces erreurs, toutes ces anomalies, en fait, dans le continuum espace-temps, quoi. Et après, il y a pas mal de choses qui jouent autour de ça. Il y a des méchants qui vont reprendre le contrôle, dont Hyperion, en fait, qui défonce. À un moment donné, ça revient, et pour battre Hyperion, ils vont chercher 2 autres Hyperions d'univers différents. Enfin, il y a pas mal. Il y a aussi, tu vois, la relation, parce qu'en fait, Sabertooth, dans l'univers de Blink, c'est son mentor, en fait, c'est son ami, alors je me souviens plus exactement la relation qu'elle a, mais ils ont une relation. Non, c'est son père adoptif, c'est dans l'univers d'Apocalypse, c'est l'ère d'Apocalypse. Ouais, c'est le bébé qui sauve un moment dans Apocalypse, en fait. Du coup, c'est ça. Et donc la relation qu'elle a avec lui, elle est mortelle, et en fait, ça te permet aussi de voir Sabertooth différemment. Alors c'est pas non plus, ça va pas casser 3 pattes à un canard, mais en fait tout ça, je trouve ça cool de jouer avec, comme tu le disais, avec les réalités, et de voir ça permet d'explorer d'autres facettes des persos, quoi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais faut être un peu tolérant des fois sur ce genre de trucs. Lucie, oui, alors moi t'es-tu exilée? Qu'as-tu pensé? Je me suis sentie assez exilée par rapport au monde présenté. Disons la première histoire là, qui est Down the Rabbit Hole, je crois que c'est, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup trop d'informations, c'est insupportable.
beaucoup de personnages, bon ça on s'y attendait, beaucoup de termes techniques aussi un peu pseudo-scientifiques, et ça ne s'arrête jamais. J'étais fatiguée de lire tout ça, je dois dire, mais dès l'instant où ça se calme un peu et où on connaît un peu mieux les persos, ça peut être assez touchant. Notamment dans l'issue, enfin pas dans l'issue, dans l'arc où ils combattent Hulk là au Canada. Et on a le trio Hulk et puis les deux John Proudstar, ou un John et un James, je sais plus, de deux réalités alternatives différentes. Et là c'est le premier moment où c'est vraiment, ça devient très émouvant, où ça devient assez profond du point de vue des émotions. Et là je me suis dit ok. Mais globalement c'est un tourbillon où effectivement on se dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe, et ça enchaîne, ça n'arrête pas. Et moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses à lire, et qui sont plaqués sur des dessins qui sont, en tout cas au début, pas très intéressants à regarder. Où voilà quoi, c'est les années 2000, il y a beaucoup de fonds de cases où en fait c'est juste une couleur, et du coup l'impression générale c'est que c'est un peu désincarné. Il n'y a pas de contexte graphique quoi. Ouais, je sais pas, faut que c'est vraiment voilà, il faut de l'action, il faut que ça enchaîne, il faut que ça fasse des références à des trucs que bon moi je connais pas forcément, et c'est un peu lourd à digérer quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, sans tissue, c'est beaucoup aussi, il faut diluer. Enfin, ça s'est fait sur plusieurs années, donc peut-être que, enfin, tu vois, je sais pas comment ça a été écrit, mais c'est vrai que si tu t'enquilles tout d'un coup, c'est peut-être un peu indigeste parce que ça a été écrit sur la longueur. Mais après, c'est vrai qu'il y a des persos qui font le job, et Morph, effectivement, c'est le comic relief qui fonctionne bien et qui est particulièrement bien écrit, je trouve, et qui est bien exploité. Donc bon. Moi, je vais pas poursuivre, mais est-ce qu'il est question que ça reprenne? Enfin, quelle est l'actualité? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une actualité oui, c'est sorti l'année dernière, ou que je dise pas de conneries. Il y a une nouvelle... Si, 2018-2019. Ouais, 2018, c'est Hickman, ça, je crois. Ouais. Il faut que je regarde quoi. Et j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais ça me titille. Moi, ce que je trouve toujours difficile, et je rejoins un peu Lulu là-dessus, c'est qu'avec ce genre d'univers, c'est un truc qui demande quand même vachement de connaissances pour comprendre les subtilités de ce qui se passe et pourquoi c'est intéressant de voir cet arc-là ou ce what-if-là, en fait, tu vois. Ouais. Il y a plein de trucs qui sont simples à comprendre, mais je trouve que par exemple pas connaître tous les univers parallèles, par exemple, tu peux te demander, ok, ce mec là, et en fait c'est ce qui justifie ces pavés de texte au début pour expliquer plein de choses et pour être sûr que ton lecteur il ait la référence de de d'où vient Blink et pourquoi elle est comme ça aujourd'hui, et pourquoi, tu vois. Je pense que ça justifie ou pas, hein, ça dépend, mais c'est important en fait pour que le lecteur soit pas perdu dès le début, si quelqu'un n'a pas lu la subtilité de Ère d'Apocalypse ou de la Terre 12 ou n'importe quoi en fait. Et du coup c'est un peu justifié quoi, je trouve. Mais clairement les premières issues sont un peu maladroites, je veux dire, que ce soit au niveau des textes, au niveau des dessins, et après ça commence à trouver son rythme et ça va un peu mieux, puis après il y a plusieurs il y a d'autres illustrateurs. J'aime bien les premières issues. Enfin, c'est très ancien à dire. Oui. On pas s'entend non plus quoi, mais genre je trouve que c'est agréable en fait de. Ouais, mais je trouve ça agréable en fait de. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Tu ressens le contexte, mais après c'est une narration que j'ai lue peut-être dans les années 90, donc ça me gêne peut-être moins de la retrouver. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui ça fait un peu bizarre quoi. Et oui, il y a tout un run qui a été fait avec Claremont aussi. Ouais, ça m'étonne pas. Clermont-Ferrand. Ouais, exactement. Ouais. Non, par contre, tu pourras peut-être me répondre, Ketrus. Il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que là, en cherchant des images pour les balancer à nos auditeurs, j'ai vu la tête des persos que tu as décrites. Et en fait, de mémoire, j'ai pas l'impression, dans tout ce que j'ai pu lire de Marvel, d'avoir déjà croisé un de ces persos, tu sais, limite en caméo ou autre. Enfin,
Tu vois, il y a eu sûrement un gap de temps en termes éditorial, mais en gros, je les ai jamais vus, quoi. Donc je trouve ça très bizarre. Tu sais, je connais pas tous les persos, mais je trouve ça bizarre que aucune de leurs têtes ne me revienne, en fait. Je trouve ça, tu vois, on dirait qu'ils sont un petit peu obscurs ou tu sais, confidentiels, quoi. Du coup, c'est ce que je disais, tu vois, il faut vraiment avoir lu plein d'univers alternatifs pour connaître un peu les gars, quoi, tu vois, pour les reconnaître et se dire putain, c'est machin, tu vois. Genre voir la fille de Dents de Sabre, moi je trouvais ça cool parce que je connais l'univers d'Apocalypse, même si j'ai pas tout lu à fond. Et en fait, c'est genre un petit détail qui moi me fait un peu kiffer ce genre de what if, et c'est ce que j'aime en fait dans ce genre de cas, quoi. T'as acheté les DPP d'après et tout, donc j'imagine que je le conseille, mais j'ai l'impression vous dites à la fois qu'on doit commencer par le début, ce qui est logique, mais en même temps que c'est pas forcément super digeste actuellement, puisque ça a assez vieilli. Donc qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont s'y mettre, du coup ? Bah, écoute, si pour quelqu'un qui connaît bien l'univers Marvel, tout ça, je lui conseille de commencer par le début, en fait. Okay. Voilà, mais... Et après... c'est compliqué. Après, il y a certaines issues qui sont cool, d'autres moins. Si vous voulez vous faire peut-être une idée du monde, je sais pas, essayez celle avec le Mojoverse. C'est 2 issues, c'est 2 petites issues. C'est la 18-19, je crois, si je dis pas de conneries. C'est Morph qui va dans le Mojoverse et qui est utilisé par Mojo pour faire une émission. Donc là, tu vois un peu le côté gaulerie de la série. C'est compliqué, quoi. Moi, je pense que là, c'est le confinement. Si vous voulez vous lancer dans une grosse série c'est un peu nostalgique, allez-y, parce que en fait, voilà, je vous dis que sur la durée, ça vaut vraiment le coup, quoi. Après, on peut être buté. Si on aime les macarons, c'est plutôt pas mal. Sur le début. Oh, putain. Exactement. Vous êtes malade. Désolé. Vous avez un cerveau malade, ouais, tout simplement. Voilà. Ok, bah écoute, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Moi, je t'avoue que j'ai rien lu de tout ça, mais que même si le dessin a l'air de me rebuter, tout ce que tu as dit sur le côté team qui se monte avec des relations qui se créent et du sous-texte et tout, ça me branche pas mal. Donc, je sais pas si je me farcirai les 100, mais je vais au moins tester, je pense, les premières issues pour voir si ça me plaît, quoi. Ce que je peux te dire, c'est que Blink, je crois que c'est mon personnage préféré de Marvel. Ah ouais. Je garantis pas que ça plaira à tout le monde, mais moi c'est une série qui m'a marqué, c'est une série qui m'a touché, ça faisait longtemps que je voulais en parler et c'est chose faite. Et ben très bien, les petits amis. Je suis assez content d'avoir découvert le truc pour le coup. Donc merci, quoi. Toi, Lulu, bof. Ouais, moi bof, mais. Mais n'écoutez pas ce que je dis. Il n'y a pas le côté nostalgique, quoi. Non, mais c'est intéressant du coup de savoir si c'est facilement accessible. Mais après, Ketrus l'a bien expliqué, quoi. Ouais, d'accord. Très bien. Et écoutez, ça se trouve en VO chez Marvel et en VF chez Panini. Alors, je suis assez peu au fait des publications Panini, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un bon gros compendium ou un énorme recueil quelque part. La papier, ça va être difficile ces temps-ci, mais essayez de regarder sur les sites de dématérialisés. Et il y a peut-être moyen, comme dit Ketrus, le confinement, ça peut être une bonne occasion de se plonger dans ce pavé et de tester les plus récentes versions, peut-être. Oui. Ouais, t'as l'Ultimate Collection qui a été sorti. Par exemple, le numéro 1, c'est le tout premier, on va dire, gros run, qui va de 1 à 19 au niveau des issues. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ce focus, d'avoir lu tout ça et d'avoir donné vos avis. Petite pause pour vous parler, juste avant le HLB, du Patreon. Alors, le Patreon, c'est ce qui nous sert à collecter des petits sous qui viennent de vous, les auditeurs, qui devenaient des patronautes. D'ailleurs, il y en a actuellement sur le Discord qui nous écoutent parce que pendant le confinement, on s'est dit que ce serait cool que les quelques patronautes puissent écouter les conneries qu'on dit en direct. Il y a notamment Matt Satonaka, Prigmore, Lionel et Fanny, Guillaume Rocher, Johnny Julien, Vincent Desdois, qui je crois sont dans le chat et qui font coucou, mais il y a également dans les patronautes de renom Pierre Coca, Rekma, Alak, Brotier-Kem, Yagbar, Chloé Dutilleux, Alexandre Nicolas, Jojo Nathan, c'est mon préf, Renaud Gomez, Yannick C, Garco, JP Perron, Pras Videgeek, Perchac, Fred Lieto, je l'embrasse, Damien Dessay et mon ami John Couscous, voilà, qui représente une petite partie des patronautes. Et donc, si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, donc le Patreon, c'est une plateforme participative, je l'ai dit, où si vous souhaitez nous soutenir pour payer
payer l'hébergement de nos sites, pour payer le matériel qui doit être renouvelé, pour payer aussi le loyer de d'autres studios que nous n'occupons pas actuellement car nous sommes sages, mais on espère y revenir très bientôt. Il y a donc cette plateforme qui représente tout le vaisseau, donc pas seulement Comics Podcast, mais également Whisperos le Défaussé, Bunkalo 183 et peut-être de nouvelles choses très bientôt. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, participer à hauteur de 1, 3, 5 ou même $10. Je crois que ça passe bientôt en euros, qui nous permettrait d'avoir toutes ces dépenses. Et au-delà du matériel, de tout ce qui est justement matériel, il y a aussi les déplacements, pouvoir faire des émissions ailleurs quand on pourra sortir de chez nous, organiser des événements, faire venir des artistes et des auteurs qui ne sont pas forcément à Paris. Voilà. Et si vous nous aidez, vous, en contrepartie, pour le petit clin d'œil, vous pouvez avoir quelques petits avantages, comme par exemple actuellement les gens qui écoutent l'épisode en live sur le Discord. Vous pouvez aussi avoir des bonus exclusifs, des photos, on fait parfois des concours vraiment exclusifs au Patreon au-delà des autres réseaux sociaux. Il y a même un palier pour venir assister à l'émission quand ce sera la liberté. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, si ça vous plaît de nous soutenir, on sera très contents parce que ça nous permet de faire de plus en plus de choses, car l'argent domine le monde. Écoutez, nous allons passer hors les bulles après le petit générique d'Écureuilleur Larousé. Écoutez, voilà. C'est dans les bulles. Je fais un bisou. Alors, je sais plus si c'est Reigen ou si c'est Matsatonaka qui a nommé ce bot enregistreur Écureuilleur en référence à Écureuillette, qui est le nom français de Squirrel Girl. Mais je leur fais des bisous à tous les deux. Voilà, c'est Matsatonaka, très bien. Merci à eux. Le hors les bulles, il n'y a pas grand-chose. Non, mais Grégo est chauve, donc on peut pas le croire. Et d'ailleurs, on va parler d'un autre chauve qui est à l'affiche du film dont on va parler. Je l'ai dit dans l'intro, en ce moment, on peut plus aller au cinéma, mais heureusement, certains films, dans leur échec cuisant au niveau de la production, nous permettent de les regarder depuis notre canapé. Alors, j'explique un petit peu. On va parler de Bloodshot avec Vin Diesel en guest star, enfin en star, en vedette, quoi, si vous voulez. C'est un film d'action de presque 2 heures de Dave Wilson 2, qu'on ne connaît pas trop. Je l'ai dit, c'est avec Vin Diesel. Il y a aussi Eiza Gonzalez et Sam Egan ou Ehan, je sais pas trop comment on dit, c'est adapté du comics. Ewan, merci. Parce que lui qui est toujours la tête pensante de ce podcast. Adapté du comics Valiant Comics qu'on connaît bien, on fait un bisou à Alex. Et alors je voulais juste parler du petit développement de ce film qui est un petit peu laborieux. Ça a commencé en 2015 quand Valiant et Sony ont décidé de faire pas moins de 5 films tirés du Valiantverse, avec notamment des films Bloodshot mais également Harbinger. Et ça devait se finir dans un gros, enfin je dis ça au conditionnel, ça se trouve c'est ce qui va se passer, on ne sait pas, un gros crossover Harbinger Wars. Donc ça c'était le projet un peu du MCU de Valiant. Il y a eu 2 gars qui ont été sur le projet pour Bloodshot, c'est David Leitch et Chad Stahelski. Vous me faites chier avec vos noms imprononçables. Ils sont cool parce que c'est les mecs qui ont fait John Wick et Deadpool 2, donc en termes d'action c'est plutôt pas mal, mais ils ont dégagé de la production et c'est pour ça que Harbinger qui devait être tourné en premier, finalement c'est Bloodshot, enfin c'est le total bordel. Et au final le film était prévu pour le 21 février, il a été repoussé à la mi-mars et à cause du Covid-19, il sort directement en VOD dans nos ordinateurs et il est sorti le 24 mars. Et donc voilà, on a décidé de le regarder parce que voilà, on a trouvé le fichier totalement fortuitement. Qui veut un petit peu donner son avis, dire ce qu'il a fait pendant qu'il regardait, est-ce qu'il a des bons souvenirs, est-ce qu'il est blessé Moi, j'avais vraiment je vais bien ouvrir la marche. Tu t'es endormi ? Vas-y. Ouais. Ah bah vas-y, raconte. Vas-y, continue. Que dire ? Moi, alors, contre toute attente, j'ai passé un très bon moment en regardant ce film. Est-ce qu'on doit parler du film par contre ? C'est pour dire que j'ai passé un bon moment ou pas ? Parce que du coup je jouais à la Switch et je m'amusais vraiment. Donc, en fait en soi le film c'est un film d'action. On peut pas dire que c'est un mauvais film. C'est un film d'action qui respecte exactement les poncifs du film d'action, qui met exactement ce qu'il faut au moment où il faut pour dire que c'est un film d'action. C'est-à-dire que t'as aucun moment dramatique, t'as aucun moment où t'as
peur ou quoi, tu fais juste du ouah, explosion, ouah, ralenti, ouah, mouvement de caméra, ouah, action balle dans la tête, ouah, action machin, ouah, coup de poing dans la tête, et voilà. Et en fait, ça marche comme ça, de bout en bout. On te présente les mecs au début, on te présente la team, que tu sais comment ça va se finir avec eux, on te présente un scénario de base où tu sais comment ça va se retourner à la fin, on te présente une nana à un moment, tu sais comment ça va se finir à la fin. Voilà, c'est cadré quoi. Tu t'es pas perdu quand tu regardes ce film, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire autre chose et tu te dis ah ça y est, c'est à ce moment-là, c'est bien, et je peux commencer à regarder un peu l'action, et tu peux repartir dans ta cuisine faire autre chose et revenir 20 minutes après en disant ah j'ai compris ce qui se passait. Donc voilà. Elle est loin ta cuisine en fait. Oui, bien sûr, parce qu'entre temps il y a Animal Crossing, et du coup j'ai continué à regarder le film jusqu'à la fin, et à la fin du film j'ai eu qu'une envie, c'est de lire le comics. Donc c'est un bon film pour ça. Du coup, je vais prendre le comics. J'ai demandé à Alex, qui avait kiffé sa race, le comics par quoi je devais commencer. Elle m'a conseillé donc le Bloodshot Salvation, le run de Jeff fucking Lemire. Et du coup, je vais commencer ça dans pas longtemps. Qui veut toper ça? Alors, toper ça défini. Alors, donner un meilleur avis que celui de Zef. Non, bah c'est de la merde. C'est... Voilà, c'est bon, t'as gagné. T'as gagné, t'as fait meilleur. Il n'y a rien à garder. Non, mais c'est insupportable. Vin Diesel, mais pire personne de la Terre. Il sait pas jouer. Franchement, on s'en bat la rate de sa vie dans le film. Il émane à peu près autant d'émotions qu'un bloc de béton. Et je sais pas comment c'est possible pour fasse encore tourner. Je pense qu'il a beaucoup d'argent et qu'il, je sais pas, il doit connaître il a des dossiers sur les gens, mais c'est pas possible. Faut qu'il arrête quoi. Et en plus, apparemment, il a un ego surdimensionné. Il se prend un peu pour un réalisateur qui peut pas accomplir ses rêves. Donc vraiment au secours quoi. Non, mais je sais pas. Les effets spéciaux, il y en a des biens et il y en a des vraiment pas très très bien. C'est un film d'action, vraiment classique au mauvais sens du terme. Il est pas très en phase avec son temps. Les persos féminins sont absolument pourraves. Le perso de sa femme, même si bon, on sait pas trop si c'est vraiment sa femme, bon, bref, c'est un peu confus, et j'ai un peu dormi, donc j'ai pas tout suivi. Il est vraiment comme un mouchoir en papier au temps de la pandémie, quoi. C'est vraiment, on peut le jeter à la poubelle à tout moment. Et il y a Sam Heughan, on aurait pu voir ses fesses, ça aurait sauvé tout le film, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Et la seule bouffée d'air frais dans cette nuée de paix. Non, une bouffée d'air frais. C'est le perso de Wiggins, il me semble qu'il s'appelle. Le méchant? Non, le gentil, là, le sidekick un peu cliché. Le hacker? On va en parler de ça? Ouais, le hacker. Oh, pitié. Non, mais l'acteur, il joue trop bien. C'est le seul à bien jouer et à sortir un peu son épingle du jeu. Déjà, il a un accent anglais, donc forcément, c'est un gentil, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, il tire son épingle du jeu, il joue mieux que les autres. C'est sûr que... ouais, mais franchement... Quand t'es en dessous du sol, c'est pas difficile, quoi. Genre, tu vois. Bah, quand même, il faut... Voilà. Pour moi, c'était le seul plus. Il a un peu retenu mon attention, et sinon, vraiment, je regardais vraiment ça d'un demi-œil avec l'autre fermé. Et je vais m'empresser d'oublier pour me plonger dans les comics. Donc malgré tout, ça vous a donné envie de lire les comics. Ah, Adrien, vas-y. Ouais, en fait, j'ai pas tout vu encore parce que j'ai lancé le film ce midi. Non, mais voilà, j'ai quand même regardé, je sais pas. C'est pas si long que ça le film, hein. Depuis midi, tu l'as fini normalement. Ben, alors, oui, j'ai l'extended cut. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé le film et tu vois, je vois le machin se dérouler comme tu dis, hein, tu vois, ça. Finalement, il y a assez peu de surprises, c'est un film d'action et ça fait son taf. Mais en fait, il y a... Alors, je connais pas assez bien Bloodshot, peut-être. J'ai quand même pris un petit twist dans la gueule. Tu vas me dire genre, ah ouais, d'accord, ok. Même si, bon, ça aurait pas dû être une super grande surprise, mais ça a un petit peu marché sur moi quand même. Et par contre, à un moment, je me suis dit, bon, attends, vas-y, il faut que je retourne travailler, donc je fais pause. Et là, je vois la barre en bas de défilé du truc. Oui. Et je me rends compte que je suis presque à la fin. Ouais. Et
je le sentais pas du tout comme étant au bord de la fin, quoi. En fait, il y a un drôle de rythme quand même dans le film. Je suis complètement d'accord. Ce qui me fait penser que c'est si tu veux, le résultat de suite d'erreurs de production, probablement, tu vois, qui fait qu'il y a un drôle de rythme, souvent comme ça, c'est quand le film il est un peu charcuté au montage. Et ouais, c'est étonnant. Et je suis d'accord, Lulu, Vin Diesel, il y a quand même un moment où il marche, et il marche mal. Là, tu sais, genre, tu vois qu'il joue à ce moment-là. Mais oui, c'est normal, c'est parce que normalement, il conduit des voitures, normalement, c'est pour ça qu'il s'est pas marché. Ça. Et je pense qu'en fait, on l'avait jamais filmé en train de marcher, et là, on lui a dit, vas-y, marche, et il a dit, je sais pas. Il avait une main dépliée et l'autre main complètement le poing serré, alors que juste il marche dans un couloir, tu sais, il y a absolument aucun enjeu, et t'es là, mec, pourquoi tu te tiens comme ça? La dernière personne comme ça que j'ai vu marcher, et je me suis dit, putain, il marche mal, c'était Daniel Radcliffe. Donc, pour vous dire. Non, mais alors, toi, j'ai une question. Est-ce que. Si, vous verrez le dernier plan de Daniel Radcliffe qui marche sur la plage dans Harry Potter, il marche mal. Voilà. Mais j'avoue que la scène dans le tunnel, parce que là, on voit des screens défiler, cette scène-là, elle m'a fait. En fait, c'est tout rouge, tout le temps, pendant au moins 10 minutes. C'est rouge et bleu. Putain, j'en pouvais plus, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est dégueulasse, la photo du film. J'avais mal aux yeux, quoi. C'est dégueulasse. Non, mais vraiment, c'est un film de merde, faut le dire. C'est un très mauvais film, pour pas dire que c'est un film de merde. C'est un très mauvais film. En soi, vraiment, il a que cette qualité de vouloir te faire lire les comics, quoi. Vraiment, c'est le seul truc que t'as envie de faire. Ah ouais? Mais c'est pas si nul que ça, parce que si c'était si nul, vraiment, en fait, j'aurais été en mesure d'en rire. Alors qu'en fait, j'ai une question. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est de la merde. J'ai l'impression que ça vous a donné envie de lire les comics, donc c'est plutôt bien, parce que le but, c'est un des buts. En tout cas, nous, on est contents quand ça se passe comme ça. La question, c'est normalement, on verra comment ça s'est passé, parce que je crois qu'il a été assez mal reçu, mais peut-être que les studios trouveront comme excuse que c'était la VOD forcée, etc. Mais il est censé être le Iron Man du Valiantverse. Qu'est-ce qu'on en dit? Dans quel sens? Ça veut dire quoi? C'est le. Il est censé. Voilà. Attends. Il est censé ouvrir le. Mais non, mais non, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, moi, j'ai mal. Mais c'est pas ma faute, mais que là-dessus. Si, c'est ta faute. Faut que t'arrêtes ça, Ben. Faut que t'arrêtes tout maintenant. C'est toi qui avais ton oncle en Amérique. Et c'est vrai. Non, mais je veux dire, les mecs n'ont pas. Comment tu peux faire un film de super-héros comme ça aujourd'hui, quoi? Enfin, en 2020. Je veux dire, c'est pas comme si derrière il n'y avait pas eu 10 ans de MCU qui est sorti, quoi. Je veux dire, les mecs ont pas. C'est Vin Diesel. Ils ont fait un film. Ils ont fait un film de Marines, quoi. Ils ont fait un vieux film d'action de Marines pourri avec tous les poncifs. Ouais, non, mais même Top Gun, c'est vachement mieux que ça. Quoi. Non, mais un film de Marines. Après, je connais pas trop l'univers de Bloodshot, mais ça reste quand même l'histoire de base de Bloodshot sur plein de points. Donc, c'est pas non plus de base. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est ok pour l'histoire. Tu sais que tu auras plus les films de super-héros comme ça. C'est-à-dire que tu dois plus traiter les films de super-héros comme un vieux film d'action à 2 balles. Je veux dire, ils ont encore foutu les 2 personnages comiques du film, c'est un Pakistanais et un black informaticien, quoi. Putain, j'avoue. C'est grave, quoi. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Et en plus, sur l'informaticien pakistanais, les blagues qu'il a, c'est sur la taille de sa bite, quoi. Enfin, oui, à un moment donné, oui, d'ailleurs, c'est 6 pouces. Que je trouvais très honorable, faut pas déconner. Hein. Ouais. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que le film n'est absolument pas drôle jusqu'à cette blague, entre guillemets. Et ça arrive, je sais pas, peut-être au bout de 40 minutes, un truc comme ça. Et t'es là, laisse tomber, quoi. T'es pas prêt du tout, en fait, à ce que t'as un comic relief. Et oui, bien sûr, ils le mettent sur la pire personne pour faire ça, quoi. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Mais bon, il y a une scène qui m'a vraiment fait chier, mais vraiment je me suis dit les mecs arrêtez. C'est une des scènes où il reconstruit informatiquement, tu sais, toute une ville à un moment là. Tu sais, il discute avec le mec dans le PC, genre ils sont dans la matrice, et en fait il fait. Déjà c'est moche de base, et ensuite il dit attends, je vais rendre le truc un peu mieux, et donc informatiquement ils construisent un peu comme dans Matrix toute la ville autour. Ça prend au moins 1 minute. C'est tellement long. Oh là là. Et c'est moche, et c'est dégueulasse. Putain. On pourrait parler vachement longtemps d'ailleurs des incohérences là-dessus, mais bon, j'attendrai la critique d'un audio connard. Mais bon, le film est mal monté. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Il y a des montages à un moment donné, tu comprends pas en fait. Tu sais pas ce que les mecs veulent te raconter, quoi. Ça passe d'une scène à l'autre. Enfin, c'est très étrange et
Et c'est dommage parce que moi, Bloodshot, j'avais pas lu le comics, j'ai vachement envie de le lire et ça m'a déçu à mort. Mais bon, ça m'a fait dormir un peu. Mais le comics, c'est vachement. Enfin, le comics, c'est chouette quand même. Bah, il paraît, Le ouais. comics, c'est bien. J'ai vraiment envie de le lire. Quoi. Et bah nickel, très bien. Bon, en tout cas, c'est mieux que d'avoir lu le comics et d'être déçu par le film. Là, vous avez envie de lire le comics, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Zef, tu voulais dire un truc? Ouais, par contre, tu l'as lu, toi, le Lemire de Bloodshot De Bloodshot de Lemire, pardon, putain. Je vais demander ça à qui? Je vais imaginer que c'est oui. moi que tu parles. Ouais, ok. Ben, je crois que j'ai lu le premier chapitre et j'ai pas continué. Mais je sais plus pourquoi. C'était pas sorti à un moment autour du Free Comic Book Day ou un truc comme ça. Je sais plus. Il y a le Reborn qui doit sortir en France, qui devait sortir le 20 mars, mais du coup voilà. Ouais. Il y a un peu d'actu. Sur le gentil Discord, les patronautes nous disent, Matt Satonaka nous dit qu'il y a des pages des comics Valiant, donc sur le site de Bliss, qui est l'éditeur français des comics Valiant, des pages gratuites si on veut découvrir les comics, dont, j'imagine, Bloodshot, Archer and Armstrong, Harbinger, sûrement Face exactement, etc. Donc voilà, profitez-en pour vous mettre à ces comics vu qu'il y a des pages gratuites pendant le confinement. Si ça se trouve, Valiant, ils sont deg, ils sont en train de se dire putain, mais les cons, ils nous ont niqué tout le truc. Je pense qu'ils ont. Je sais pas à quel niveau est foutu la prod et tout parce que c'est tellement en peau de saucisson que je sais pas ce qui se passe, mais je sais que Valiant Entertainment est dans le deal normalement. Oui, je sais pas, j'avais envie de dire saucisson. Bah tu sais, c'est un peu tout fripé, ça pue. Bref, donc oui, je sais qu'il y a Valiant Entertainment qui est dans la production. Donc même si peut-être ils se sentent trahis, mais en tout cas ils étaient là quoi. Ils ont regardé. Je vous explique comment ça marche une production. Non, mais ils sont. Mais tu ne sais pas, tu n'es pas Vin Diesel. Tu n'es pas Vin Diesel. Non, tu ne sais pas. Valiant, je sais marcher. Non, il sait marcher. Valiant, justement, en fait, en gros, eux, ils sont en production par définition, puisqu'ils cèdent les droits. Enfin, ils cèdent. Donc c'est de leur faute. Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas parce que t'es producteur que t'as un contrôle créatif. Non, mais c'est comme de leur faute d'avoir dit oui avec Vin Diesel. Même pas forcément. Ah, oui. Mais non, mais en fait, t'as un mec qui vient, qui dit voilà, je vous achète les droits pour pouvoir faire votre film. Les gars, ils vendent à tel truc et après, la prod se passe. Donc après, c'est après qu'on va voir les acteurs venir et le reste. Donc ils ont bien sûr, mais il y a une différence entre être producteur et être producteur exécutif. Est-ce que tu vas finir la troisième fois la différence après Non, mais en fait, là, en l'occurrence, Valiant, enfin, j'ai pas les détails du truc, tu vois, mais tu peux très bien être dans le projet, c'est-à-dire être au crédit, tu vois, et te dire, voilà, il y a Valiant. Comment t'as dit, Ben? Valiant quoi? Valiant Entertainment. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ça exclut pas le fait qu'ils soient dans la prod aussi. C'est-à-dire, les deux sont possibles. Mais ça veut pas dire qu'ils ont regardé le film, qu'ils ont dit OK, ça veut juste dire qu'ils sont un mais ça peut. Non, mais ça peut qu'ils ont pu avoir un droit de regard, bien sûr. Théoriquement, okay. Oui, voilà. Mais en fait, ils ont probablement rien. On ne sait pas. De plus ou de moins que Vin Diesel, tu vois. C'est-à-dire que Vin Diesel, c'est pareil. Genre, quand on dit, genre, ouais, ils sont producteurs, en fait, ça veut dire qu'ils ont mis des billes dedans, qu'ils ont des parts d'un projet, comme quand tu mets une part dans une start-up ou je sais pas quoi, et derrière, s'il y a des dividendes, eh ben, t'es intéressé proportionnellement ou pas à ce que t'as investi. Mais derrière, ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose. Mais là, lui, il a mal fait, par contre. En l'occurrence, tu vois, c'est comme quand... Pardon, on dérape complètement. C'est comme quand on disait que Queen était producteur exécutif... producteur, pardon, de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. En fait, ils le sont par définition à partir du moment où ils cèdent les droits. Et en fait, ils sont pas cons. En gros, ils disent pas genre, OK, ça fera 200 € et puis après, vous faites ce que vous voulez. Ils disent... Eh ben, OK, on évalue que ça vaut 100 000 pounds. Et du coup, eh ben, on va prendre proportionnellement sur vos recettes. Au lieu de vous les vendre cash. Voilà, tu vois, et ça veut pas dire pour autant que Queen, à ce moment-là, a validé le film. Et ça veut pas dire... Enfin bon, en l'occurrence, si, mais voilà. Et ça veut pas dire que Valiant valide le film ou je sais pas quoi. Bien sûr, non, mais c'est juste qu'on sait pas, en fait. C'est ça le problème. Donc, on peut que juger le film artistiquement. On peut pas juger... on peut pas savoir, quoi. Eh bien, on peut pas. Comment le sais-tu? Veux-tu enquêter? Veux-tu finir le film? Tu vas le finir ou pas? Ouais, je pense que là, juste après, je vais quand même aller le finir pour savoir. Faut pas le finir, à ce niveau-là, faut le commencer. Hein, non, mais j'ai vu la scène de la ville interminable, ça me tease, j'ai envie de voir ça.
Alors pour répondre à Matt Satonaka, effectivement sur le site de Valiant, il y a énormément de pages de différents comics qui sont en cours. Là, il y a le Reborn de l'Émir de Bloodshot, il y a le Manowar X Manowar et le reste, enfin plusieurs petits trucs. Donc ça en français et complètement en PDF directement sur le site. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Ce que je note, c'est que on peut s'en passer, mais que on peut aller sur le comics, et ça c'est une bonne chose parce que nous on aime bien quand les gens lisent des comics. Écoutez, c'est la fin de cette émission. J'ai envie de tout dire. Est-ce qu'on peut avoir une petite musique dans mes oreilles? Un petit peu avant quand tu dis ça. Alors attends, je refais. Ouais. Et donc c'est la fin de cette émission. Merci chers amis d'avoir lu, regardé, vécu et partagé vos avis et vos lumières sur ces titres divers et variés. J'ai effectivement dans ma besace un petit quiz qu'on peut faire juste après, qui serait un petit bonus pour les patronautes. Je pense que les non-patronautes en ont marre qu'on parle des patronautes, mais faut récompenser les gens qui nous soutiennent. On vous aime tous, mais on aime bien faire des petits quiz un petit peu comme ça, en régalade, après l'émission normale. Les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Lulu par exemple, si on aime bien Heartbeat et qu'on va en parler avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, ne me croisez pas dans la rue parce que je ne sais pas. Mais dans le BC, donc le groupe Facebook qui rassemble que des gens de très bonne compagnie. Et sur Twitter, Juanita Dark avec des underscores dont je me souviens plus trop le classement. Et aussi dans Discord maintenant. Bien sûr. Je découvre des réseaux sociaux de jeunes et c'est un vrai plaisir. Très bien, oui, parce qu'effectivement, sans parler de trop de ta vie privée, étant toi du corps enseignant, tu ne sais absolument pas quand est-ce que tu reprends ton activité professionnelle et du coup, tu as du temps libre. J'ai du temps à la maison, qui n'est pas très libre, qui est destiné à l'enseignement à distance, qui prend énormément de temps. Voilà. C'est vrai. Avec cette voix. Absolument, oui. Je ne m'en partirai pas jusqu'à la fin de l'émission. Ah bah putain, ça va être sympa. Kétrus, si on a envie de discuter avec toi de Exile, parce qu'on va se plonger dedans et qu'on comprend pas qui est le mec blanc qui fait des blagues, où est-ce qu'on peut te demander? C'est Ben Renault. Oh, elle est bien. Putain, j'avais même pas... Le mec qui lance des blagues pour qu'on dise son nom. Très bien, très bien. Sur le Discord ou sur le BCC, mais le Discord c'est très bien pour ça, je pense. Dans la zone Comics Outcast, ça peut être cool, effectivement. Très bien. J'espère que les gens du BCC ne vont pas nous en vouloir d'être un petit peu plus actifs sur le Discord, qui est un outil beaucoup plus dynamique. Mais il faut qu'on casse pas les couilles et ils viennent nous voir. Mais on fait les deux. Les deux vivent, il n'y a pas de... Non, ça va. Ouais. Ce n'est pas Zef, apparemment, non. Très bien. Ah d'accord, voilà. Écoutez, très bien, Zéphiriel, au lieu de crier et de dire des insultes, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Non, ça va aller. Un Défaussé, un Whisperos. Ouais, oui, environ, voilà. C'est plutôt pas mal. Déjà, franchement, le Défaussé, c'est mon petit chouchou bébé en ce moment, donc je kiffe très fort ce que je fais avec Alex, à qui j'envoie des bisous aussi, même si elle est jamais là. Qu'est-ce que vous faites pour pallier la non-présence phisique? Ça dépend de l'étage du palier, mais sinon, on a fait un Discord avec des gens dont Proxy Jeux et Girl.game, qui est une youtubeuse. Ouais. On a fait un Discord enregistré, donc on va balancer l'émission normalement la semaine prochaine au moment où j'en parle là tout de suite. On a aussi fait un truc vidéo sur cette même émission, mais je suis pas sûr que ce soit très très intéressant à voir. Il faudra voir ce que fait le truc à la fin, ce que donne la vidéo à la fin. Et ensuite, on va lancer des épisodes enregistrés à distance, bien sûr, en faisant présenter des jeux sur Steam, par exemple, des jeux numériquement digitaux à distance, et éventuellement aussi des jeux solo. Et là, je pense que je peux tenir jusqu'à la fin de l'année sans aucun problème, tout seul. Voilà. Très bien. Un jeu solo, tu veux dire un jeu Star Wars? Allez, je déconne. Oui, exactement. Adrien, la rousasse.
Yes. Qu'est-ce que tu fous? Voilà, Yes. c'est ma question. Qu'est-ce que tu fous? Tu fais ce que tu veux de cette question. Que fous-tu? Eh ben, je réalise des comics podcasts. Je fais un peu de musique d'ailleurs. Probablement que la semaine prochaine, si je me projette à la date de sortie de cet épisode, peut-être que la semaine prochaine, je sors un nouveau morceau sur Spotify. Oh la vache. Voilà. Et du coup, est-ce que sur ton Insta, on peut voir des work in progress des fois, alors, story ou ce genre de choses? Exactement, sur mon Instagram, Allez. des petites jams que je fais, des improvisations dans le studio, dans le studio même où je suis actuellement. Et voilà, plein de petites blib si vous aimez bien les blib blou. On C'est adore les magnifique. Elle adore les blib. Je ne demande pas à l'écureuilleur où est-ce qu'il sera dans 15 jours, puisqu'il sera ici même pour enregistrer la 141, dont je ne peux pas vous teaser le contenu car il est secret. Je vais faire des bisous. Oui. Pardon, je vais le dire tout de suite. L'écureuilleur restera avec nous, je pense, par la suite, puisque même une fois qu'on aura regagné le studio, on profitera de sa présence pour diffuser les enregistrements haute qualité directement sur le Discord également. Gardons cette bonne habitude. Oh, la technologie. Oh là 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 là. La croustillance. Très bien, je refais un gros bisou à tous les patronautes présents sur le Discord audio, le salon vocal. Ils nous ont entendu en live dire de toutes nos petites bêtises. Ils ont participé à l'écrit. Ils ont patienté pendant Ils ont patienté. J'ai pas forcément pu relever tout ce qu'ils nous ont dit, mais on a eu quelques infos assez croustillantes et des corrections sur des trucs qu'on disait mal ou qu'on disait incomplètement. Donc c'est super cool. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre. Je sais pas si ça a dû changer quand même un peu vos habitudes de consommation, si vous écoutiez dans les transports ou quoi, je sais pas. Dites-nous sur le Boulet Comics Club ou sur Twitter. Est-ce que vous continuez à écouter de la même façon? Est-ce que vous mettez dans votre baignoire en faisant genre c'est le métro? Je ne sais pas, ce genre de choses. Dites-nous, partagez avec nous et n'hésitez pas, si vous voulez un petit peu faire un échange plutôt vivant, à venir sur le Discord. On force personne, mais c'est vrai qu'on passe une tête, c'est un peu la nouveauté, donc c'est toujours un petit peu excitant. N'hésitez pas à venir sur le Discord, l'adresse est sur le Twitter de Vaisseau sans sas, et puis on l'a retweeté nous avec nos comptes perso, donc elle est totalement trouvable, sur le BCC également. On vous fait des bisous, et voilà, retournez à vos lectures, n'hésitez pas à échanger, et on vous dit à dans 2 semaines. Bisous tout le monde. Prenez bien soin de vous, bisous. Ciao. Salut. Est-ce que vous voulez recracher un peu sur Bloodshot avant qu'on passe au bonus? Oh là là, Putain, la mais merde. l'enfer, quel enfer. Ouais, putain. Je suis un Chromarine. Ah putain, mais sa voix, mais il est ridicule en plus, quoi. C'est abusé. Moi, j'attendrai le Snyder Cut quand même de ce film, quoi, juste pour voir.